Buonasera a tutti, per principiare due parole, pace e salute, a salute soprattutto, e buon principio e miglior fine. Una pensata di noi stasera particolare per Jean-Yves Copolani, che è stato durante tutti questi mesi, il professore Copolani con Andrea Vasi sono stati tutti e due i consiglieri scientifici di queste conferenze. Allora di una pensata forte per lui, se n'è andato appena troppo in furia e c'è stato assomessa in terra, in Calinzana, Geramo, e ne riparleremo di sicuro, posto che il professore Copolani dava a sua conferenza a Zoia o due di radio che bene. E a questa occasione gli faremo un omaggio particolare. Ecco, allora, stasera abbiamo piacere d'accogliere due specialisti di lingua corsa e poi due amici di noi, il professore Pasquale Ottavi, che è stato parecchi anni all'Università di Corsica, di sicuro, ma prima che è stato, e forse il più bello mestiere è stato un studore, un bello studore, poi un professore di noi e dopo ha fatto una bella carriera di professore all'università, è stato di noi decano della facoltà di lettere e di scienze umane e assai piacere Pasqua di ricevere di qui stasera. E poi di noi Francesco Maria Lunes, che ha una carriera forse meno sviluppata, ma è normale, è più giovane. E Francesco Maria l'ha conosciuto di noi all'università, prima che lo vessi a Sodesi, che lo presentessi a Sodesi, che è una tesi a Igu meravigliosa. E io sono figlina di Pastore e ha fatto una tesi nel lessico di Pastore, in particolare tutti i nomi che gli hanno i Pastore esoesti. Umo abbono, umo gaccar, umo misau, come Powrede, ogni cabra aveva un suo nome. Allora, sono assai contenti di averli tra noi stasera per parlare di lingua corsa e l'uso di lingua corsa all'assemblea, ma di noi per darci un ritratto sociale di lingua. Sapete che il Consiglio esecutivo di Corsica ci ha dato ultimamente, ci ha passato un rapporto nella politica linguistica di collettività di Corsica e abbiamo fatto giusto appunto una riunione dopo mezzogiorno con i presidenti di commissione perché abbiamo da completare questo rapporto e fare proposte concrete nella questa politica di lingua. Dunque, ieri sera di noi c'era una riunione di commissione di competenze legislative e di l'evoluzione statutaria con la presenza di Romain Colonna e l'invitato era Maître Spadoni, un udaro conosciuto, tutto il mondo conosce Maître Spadoni. E Maître Spadoni ci ha detto due cose magnifiche, ci ha detto il fondario ad Ara fa parte del nostro patrimonio, ma abbiamo due radiche, ad Ara e a lingua. E a me, quando legge un udaro che dice a fare così, di segno che a lingua è proprio una raiga importante del nostro popolo, di sicuro, e rarimentata per la lingua, perso il popolo. E per questo che la politica di collettività è importantissima. Ce soir, donc, c'est je crois, la 10e conférence que nous tenons, sous l'autorité donc scientifique aussi d'Andrea Vazzi, que je remercie vivement de sa présence. Pascal Ottavi et François-Marie Lounès qui vont, eux, nous apporter un regard de scientifique, un regard extérieur sur le portrait social de la langue d'une part, mais aussi l'éco-social de la langue à partir de l'expérience de la collectivité également. Biba subito a parola, allora, non so mica qual è chi principio, fate come volete.
Allez, Pasquale. Allez, c'est normale, è più beccio. L'onore castighi di così a tutti i giorni. A te. Buonasera a tutti. Allora dicono l'onore o castighi. Quelli che mi dicono così gli domando, ma i castighi saranno sempre onori? Ecco, vorremmo fare. Dunque, non so se sono stato un bello istruttore, spero che sono un bello ritirato. Allora, prima di tutto voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Esecutivo per questa invitazione e ben inteso, mia Presidente dell'Assemblea di Corsica, che abbiamo sempre avuto una relazione professionale e umana d'alto rado, diciamo. Ecco, ora di una pensata ben inteso per Jean-Yves Copolagni, che ci ha quitato questa settimana, disgraziatamente. Jean-Yves Copolagni che è stato uno di prima a aprire l'università e che a suo modo è stato un rivoluzionario. Allora, cosa è la sua rivoluzione? Non ha fatto nulla, ha costruito, al contrario, ha contribuito a cambiare la mentalità e questa era una rotta in Corsica importantissima. L'altro giorno c'è stato un bell'articolo che è stato dedicato un corso mattina in dove lo contava sicuramente con appena il riso in bocca, che una volta era piantato con l'avancorti, era piantata a fare pieno e allora un pompista aveva visto perché tanto servivano, c'erano quelli che avevano in stazione che servivano la padella alla gente e ha detto, aveva visto tutti i libri, ha detto, chi fate così qua? Beh, sono all'università. Oh, ma in università in Corsica non ce n'è bisogno, non c'era manco bisogno di un'assemblea e 50 anni dopo ne siamo assistenti. Ecco, dunque, un penso mica che lo si sia rinculato avrei tendenza a ripetere una frase conosciuta oramai da molta strada, ma con le forze nulla appetta quella che fermava. Ecco. Allora, j'ai choisi d'intituler mon intervention donc un portrait, là encore, c'est un portrait social. Alors évidemment, pourquoi je parle comme ça? Parce que, évidemment, je suis un sociolinguiste. Alors évidemment, les sociolinguistes s'intéressent à la langue. Ça n'étonnera personne d'un certain point de vue. Voilà, comment dire, mon terrain d'exploitation ne recoupe pas forcément celui de Madame Médori. Hein, voilà. Donc, de mon excellente collègue, Madame Médori. Voilà. Donc, si vous voulez, ce que je vais faire pour commencer, c'est avec vous interroger le concept de langue. Bon, alors, j'ai un peu tendance à être long, donc si jamais vous, Madame la Présidente, hein, vous m'enverrez un petit stimulus électrique pour me rappeler à mes devoirs. Et donc, voilà, je vais tenter de faire le plus rapidement possible, le plus synthétiquement surtout possible, une intervention en 4 points. Je vais d'abord interroger le concept de langue. Ensuite, je vais parler du principe de la langue dans son écosystème. Alors, je vous expliquerai en quoi consiste l'écosystème du point de vue linguistique. En troisième lieu, donc, j'en viendrai à la langue polynomique et aux tensions et aux contradictions que peut engendrer aujourd'hui le concept, en tout cas de mon point de vue. Bon, donc, non pas 4 parties, mais 3, voilà. Ouais, ça raccourcit un peu, ça me rassure aussi. Voilà, alors d'abord, interroger le concept de langue. Dans l'acception commune, quand on parle de langue, on pensera par exemple à l'expérience qu'on a eue en tant qu'élève de la langue, c'est-à-dire des langues étrangères. Bon. Donc la langue, c'est ce qu'on parle dans tel État-nation. Voilà, bon, grosso modo. La langue, c'est aussi la langue instituée, c'est ce que les linguistes appellent le code, c'est-à-dire un système linguistique qui a été théorisé, analysé à travers un commentaire et une glose, je dirais, grammaticale, lexicale et phonologique. Et évidemment, c'est aussi, ça tout le monde le comprend, un outil de communication, c'est une acception qui est partagée, entre les locuteurs d'un pays, à l'intérieur d'une frontière donnée, par exemple, pour faire simple. La langue en général, donc, c'est une langue instituée qui est plutôt nationale, qui a eu sa codification avec les dictionnaires et les grammaires,
qui est illustré par une littérature plus ou moins abondante, qui est consacré par les institutions, je ne vais pas vous parler des prix littéraires en France évidemment, et puis par les locuteurs eux-mêmes, parce qu'ils l'ont travaillé à l'école, et puis parce que c'est un élément, c'est un des éléments symboliques de l'appartenance, par exemple, à un territoire national, par exemple. Et la langue, c'est aussi l'instrument légitime de la souveraineté de l'État. Je vous rappelle que dans le préambule de la Constitution, donc, la langue est citée à côté de la monnaie, de l'hymne et du drapeau. Alors après, il y a une acception, je dirais, qui est plus philosophique. Alors si on s'en va du côté de la philosophie, on peut se référer à Kant, et pour Kant, la capacité de langage fait partie des attributs innés de l'individu. C'est ce qui le distingue de l'ensemble du règne animal. Alors lui, il compte, je dirais, il met dans ses attributs principalement l'espace-temps, c'est-à-dire le fait de concevoir à la fois l'espace et le temps, l'idée de la durée, l'idée de la profondeur, l'idée de l'histoire, l'idée de la géographie, la relation de cause à effet. Et Kant expliquait une balle qui va rouler sortant de derrière une table, un petit chat va lui courir après. Un petit enfant va peut-être regarder où va la balle. Mais à un moment donné, si on recommence à lancer la balle, il va jeter son regard de l'autre côté pour voir d'où elle vient. Donc il va se poser la question de l'origine du départ de cette balle. Donc c'est comme ça qu'il expliquait le principe de relation de cause à effet. Et puis il y a évidemment la capacité de langage. Alors il y a un langage chez les singes qui est relativement élaboré par rapport à l'ensemble du règne animal. Il y a aussi un langage chez les abeilles, mais évidemment, il ne joue pas le même rôle et il n'a pas la même importance que dans notre vie d'humain. Alors, du point de vue de la philosophie, on peut faire référence à l'histoire de la culture, et il y a aussi dans la conception de la langue, et c'est important, parce que c'est un peu tout ce qui sous-tend, je dirais, la situation actuelle du corse dans son rapport avec le français et la situation des langues en général entre elles. Donc au XVIIIe siècle, l'Académie de Berlin avait lancé des concours concernant la langue. Alors, il y avait eu un premier concours qui était celui de 1769. Elle avait demandé, en supposant les hommes abandonnés à leurs facultés naturelles, sont-ils en état d'inventer le langage? Donc ce sujet avait été donné, et c'est un Allemand, Herder, qui a remporté le concours. Et quelques années plus tard, je crois que c'est en 1774, c'est Rivarol qui a remporté le même concours de l'Académie de Berlin, et la question était qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Alors là, je fais référence à un auteur qui est un sociolinguiste qui s'appelle Daniel Bagioni et qui explique ici, à partir de ces deux prises de position, de ces deux engagements théoriques, vont se construire dans les États-nations deux visions de la langue qui sont tout à fait différentes, deux conceptions de la langue. La première, celle d'Herder, c'est ce que lui-même a appelé l'esprit du peuple, c'est-à-dire que la langue est issue de la culture et de la tradition populaire. On a chez Herder les principes du romantisme allemand et du romantisme européen. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est un grand précurseur. Mais Rivarol l'est aussi parce que quelques années avant la Révolution, il pose le principe de l'universalité de la langue française qui, je dirais, va permettre d'établir les grands principes de la libération intellectuelle, sociale et morale de l'homme et va rompre un certain nombre de digues qui empêchent le développement de l'humanité vers, je dirais, son niveau d'excellence.
Voilà, donc vous avez deux conceptions, et elles sont très importantes, parce qu'elles sont à la base de tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, et jusqu'à y compris dans les discours des politiques sur la ou sur les langues. Alors ensuite, il y a l'acception psychologique de la langue. Alors là, on assimilera la langue au langage. Et le langage, c'est le siège des opérations cognitives. C'est par le langage qu'on peut créer des idées et que l'intelligence peut travailler. Et donc, c'est aussi le vecteur de notre relation à autrui. On l'a vu pendant la crise du Covid, l'homme est un animal social. Et la crise du Covid, elle a interrogé très gravement la société dans la mesure où elle a interrompu une myriade d'interrelations qui étaient invisibles tellement elles étaient intégrées à nos pratiques. Mais lorsque nous étions dans la rue, nous avions tendance, si nous étions trop près de quelqu'un, à considérer notre semblable comme quelqu'un d'éventuellement hostile à ses dépens. Voilà. Or, c'est le contraire de ce qui se passe dans la société. La tendance de l'homme, de l'humain, c'est d'aller vers l'humain. Voilà. Donc, voilà. Il y a aussi la langue, évidemment, comme interprétation et vision du monde. Lorsqu'on apprend une langue, on apprend aussi, on hérite aussi, non seulement d'un certain nombre de valeurs, mais d'un certain nombre de grands items symboliques qui nous sont transmis, alors qui nous sont transmis par la voie familiale, mais qui nous sont aussi transmis par la voie institutionnelle, scolaire, par la faculté, etc. Voilà. Et il y a enfin la langue comme fait social, c'est celle qui m'intéressera le plus, je dirais, vous excuserez mon parti pris. Bon, l'enfant se socialise par la vie affective au sein de son groupe d'appartenance primordial, c'est-à-dire sa famille, ceux qui l'élèvent, ceux qui prennent soin de lui, ceux qui l'aident à grandir, ceux qui l'entourent d'amour, de soins et d'affection. Et donc tout ça est médiatisé, évidemment, par la communication entre la mère et l'enfant, le père et l'enfant, tous les proches. Voilà. Et puis, il y a la langue comme véhicule de la communication ordinaire, véhicule oral, la communication sociale en général. On parle de la pluie, du beau temps, du tiercé, de la grève des retraites, etc. Tout ce qui fait sans que... Est-ce que nous avions un peu perdu au moment du Covid? Le sel de la vie quotidienne. Voilà. Alors, je reprends volontiers, et là comment dire? Romain, voilà. Je reprends volontiers le point de vue de Bernard Poche, et l'opposition qu'il donne entre la langue, qui est le code linguistique, la langue instituée, la langue théorisée, la langue apprise, la langue de la norme, et ce qu'il appelle, lui, le langage, pas comme les psychologues, par exemple, mais qui est cette langue de la communication sociale ordinaire, cette langue des jours heureux ou malheureux, et qui nous sert aussi à respirer. Voilà. Donc, mon point de vue maintenant, à partir de ce positionnement sur, je dirais, la relation langue-langage, et je vais donc essayer de parler du langage des Corses et de la respiration à la langue, si je reprends la dichotomie de Bernard Poche. Je pense qu'il est très important, au point où on en est aujourd'hui, d'affirmer qu'on ne peut pas penser la question du corse en tant que langue sans se poser celle de son rapport historique et actuel avec les langues qui sont en contact avec le corse lui-même, à savoir historiquement le latin d'abord, l'italien ensuite, et évidemment aujourd'hui le français. Pourquoi? Parce que le corse n'est pas une entité socialement qui peut s'extraire de cette réalité langagière-là. Alors on pourrait rajouter évidemment les langues de l'immigration qui sont aussi présentes sur le territoire insulaire, mais qui n'entrent pas, je dirais, de façon brûlante dans la question centrale du rapport entre le corse et le français, avec comme question politique le principe et la revendication de co-officialité. Voilà. Donc, on ne peut pas poser la question du corse sans interroger le contexte historique, culturel, économique et social. Alors, c'est là qu'intervient le concept d'écosystème. Alors, l'écosystème linguistique,
C'est un concept qui a été posé par un linguiste qui s'appelait Einar Haugen au début des années 70 et qui a étudié singulièrement la question linguistique norvégienne, puisqu'en Norvège, il y a une singularité. Vous avez deux langues officielles et deux langues qui coexistent dans des conditions que je vous expliquerai brièvement un petit peu plus tard. Donc il s'est intéressé à ça, il a posé le principe d'une langue comme organisme vivant en relation donc avec la société qui donne le souffle et qui fait vivre cet organisme. Alors, c'est un concept qui a été repris par Louis-Jean Calvet avec un livre qui a eu un certain retentissement qui s'appelle « Pour une écologie des langues ». Je parle sous le contrôle de Romain, parce que des fois, ma mémoire peut être un petit peu défaillante. Voilà. Alors, donc, le principe de l'écosystème, il engendre une conséquence qui, à mes yeux, est capitale, c'est-à-dire que le corse, en tant qu'appellation, que revendication, que concept, en fait, c'est un avatar. Et c'est un avatar de quoi? Il est né du processus d'imposition du français. Et c'est le processus d'imposition du français en Corse qui va provoquer de façon involontaire et inattendue l'autonomisation forcée du corse par rapport à l'italien. Voilà. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si on veut être lapidaire, la lingua corsa, c'est l'enfant illégitime du français et de son imposition. Ça peut sembler paradoxal, mais vous verrez que ça ne l'est pas tant que ça. Alors, dans le concept d'écosystème, on peut intégrer aussi celui de symbiose. C'est-à-dire que, si vous voulez, un champignon, il a besoin d'un milieu naturel pour se développer. Il vient en symbiose avec lui parce qu'il dépend entièrement de lui. Si les conditions du milieu ne sont pas réunies, le champignon ne peut pas vivre. Si vous voulez, pour les langues, c'est la même chose. Le corse, et ça c'est une réalité, et c'est ce que nous devons avoir à l'esprit, il a toujours vécu au contact, au minimum, d'une autre langue. Ça c'est la condition minimale, c'est sa condition historique. Cette réalité, elle est illustrée à la fois par la successivité de trois écosystèmes, l'écosystème latin, l'écosystème, alors je n'appelle pas italien, j'appelle italique, et l'écosystème français. Alors pourquoi je ne l'appelle pas italien? Parce que pendant des siècles, l'Italie en tant qu'État-nation n'existe pas. L'État italien, c'est après 1860. Donc ce serait un anachronisme de parler, je dirais, d'écosystème italien. Par contre, évidemment, l'influence de la langue toscane dans cet écosystème italique, donc l'ancêtre de la langue italienne, va être capitale. Donc, alors, cette réalité, elle est illustrée donc par la successivité des trois écosystèmes et aujourd'hui par le fait que pour un Corse, à l'heure actuelle, iket nunc, odie, awa, il est impossible d'être monolingue de langue corse. C'est impossible. Les conditions n'existent plus. Je me rappelle d'un reportage il y a à peu près une trentaine d'années de Pedro Lega, dans un hameau du Cruzino, à Cruiga, je crois, où vivaient deux frères agriculteurs, pratiquement en autarcie, qui parlaient en lingua corso. Moi-même, enfant, j'ai connu des gens qui parlaient en lingua corso. Voilà. Ça n'existe plus. Voilà. Donc aujourd'hui, si on parle corse, obligatoirement, on est bilingue. Ça n'est pas possible autrement. Mais c'est la même chose aussi pour un enfant d'immigré. Il pourra parler sa langue à la maison, mais il ne peut pas ne pas rencontrer le français dès la petite enfance. Voilà. Ça, c'est la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Alors, bon, je vais être un peu caricatural, un peu schématique, mais je dirais qu'un continental, un pinzuto, il pourra, lui, être monolingue. Vous voyez ? Donc, nous sommes dans des conditions, je dirais, sociétales, où un Corse est obligé d'être bilingue, tandis qu'un continental vivant en Corse peut rester monolingue. Voilà. Ça, c'est la situation donnée. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte, ce sont des faits
que tout le monde peut constater, je dirais, et peut justifier dans la vie quotidienne, dans sa propre expérience. Alors, les 3 écosystèmes. L'écosystème latin. Bon, on n'a évidemment pas grand-chose, parce que le problème, c'est celui des attestations, celui de l'écrit, celui des traces, celui des documents. Bon, Sénèque avait parlé, bon, il n'avait pas une vision très, très positive, je dirais, des insulaires. Bon, il avait fait des misères, on l'avait isolé, donc il avait sans doute des raisons d'exprimer, je dirais, une forme d'amertume, y compris à notre égard. Et il disait que les Corses parlaient une langue tout à fait incompréhensible. Mais il y a eu colonisation, et une colonisation réussie. Donc, le corse, la langue corse, s'est latinisée. Alors, de ce qui précède, on ne sait pas grand-chose. Évidemment, il y a un fond indo-européen, ça c'est indéniable, puisqu'on appartient à cette ère linguistique, cette vaste ère linguistique. Mais on sait que à peu près, je ne sais pas, plus de 20% des toponymes ne sont pas d'origine strictement latine. Bon, M. Lounès, qui pourrait en dire beaucoup plus que moi à ce sujet. Donc, alors, quel corse était parlé à la fin de l'Empire romain? Alors évidemment, il y a des Corses bilingues, ceux qui feront carrière à Rome, ceux qui représenteront l'administration romaine en Corse seront bilingues obligatoirement. Et puis, il y a Tchaupoupou. Alors, qu'est-ce que parle la Corse de cette époque? Bien, elle parle très certainement une variété de Corse qui est beaucoup plus proche, je dirais, du corse parlé dans l'extrême sud. Voilà. Si on suit les analyses de Marie-Jo d'Albert dans Unité et diversité des parlers corses, le substrat, je dirais, le substrat du corse médiéval, avant la toscanisation. Hein. Donc, c'est cette base-là, la base de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'extrême sud, l'Alta Rocca, à Piandavret, Ecco. Voilà. Alors, l'écosystème italique. L'écosystème italique, il intervient avec l'intervention politique du pape, qui confie la Corse à l'évêché de Pise. Et donc, Pise va entreprendre, après l'effondrement de l'Empire romain, les invasions, Pise va entreprendre la rechristianisation de l'île et la reprise en main politique, puisque les 2 pouvoirs sont liés, le temporel et l'intemporel. Et donc, il va y avoir une vague de toscanisation qui va passer donc par la langue savante, qui est la langue de l'écrit, qui est la langue de l'Église, qui circule aussi avec le latin puisque l'Église est là, mais qui va passer aussi parce que, comment dirais-je, les responsables politiques toscans parlent la langue officielle, je dirais, mais parlent aussi la variante toscane, la variante parlée. Il faut avoir à l'esprit ces 2 dimensions. On n'est pas dans la langue normée telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Donc, cette influence va être extrêmement forte et elle va s'étendre du Cap Corse jusqu'au centre-sud. Disons que la limite se situe à peu près au Tard, avec d'un côté, je dirais, sur la partie occidentale, Serra di Ferro et tutta Sapia, Tiagui, et de l'autre côté, je dirais, les confins de Solenzar. Voilà. L'extrême sud restera, je dirais, un petit peu plus archaïque, le terme d'archaïque n'étant évidemment absolument pas péjoratif dans ma bouche, mais on aura une variante qui sera plus proche, je dirais, de sa base latine originelle. Voilà. Donc on a 4 grandes zones. Si je me réfère à Stella Medor et à Marie-Jo d'Albert, le Cap, le nord, grosso modo avec la Castaniche, la Balagne, le Nebbio, et ensuite le Cortenay, et le centre, le Cismonte, hein, le centre-sud, donc toute la Gravone, le Tard, et ma propre zone, le Soro, qui est intermédiaire avec le C, avec le Cismonte, et enfin, bien entendu, l'extrême sud. Alors, il va s'installer
à partir de l'époque pisane, une partition langue-dialecte avec l'écrit en italien, tout ce qui relève de l'écrit, tout ce qui relève de la formation des élites, évidemment, puisqu'il y a des réseaux scolaires qui sont des réseaux religieux pour la plupart. Mais enfin, bon, les enfants de bonnes familles vont poursuivre des études assez longues jusqu'à faire, je dirais, leurs études supérieures en Italie, principalement dans la faculté de Pise, surtout Pise, hein, mais aussi Florence, Rome et Paoli, bien entendu, l'exemple illustre à Naples, mais qui est plus anecdotique par rapport aux flux traditionnels qui irriguent la Toscane, je dirais. Voilà. Bon, donc, les élites corses sont automatiquement bilingues, mais c'est un bilinguisme qui n'est pas vécu en tant que tel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que les Corses, dans l'esprit des Corses de l'époque, ce n'est pas deux langues différentes. Ce sont deux facettes de la même pièce. Vous voyez, il y a un côté pile et un côté face. Le côté pile, c'est la langue de culture, la langue des élites, la langue de l'instruction. Le côté face, c'est la langue du peuple. C'est le système lingua dialetto. Donc le corse, on l'appelle il dialetto. Voilà. Et il y a un très bon exemple. Donc c'est vécu comme une forme de continuum. Il n'y a pas de sentiment de rupture entre les deux. Vous avez là un très beau livre sur l'histoire culturelle de la Corse, c'est le livre de Jacques Thiers, hein, Les Memorie de Francesco Ottaviano Renucci, voilà, qui sont absolument intéressantes à lire. Et Francesco Ottaviano Renucci, qui a été le directeur du collège d'enseignement secondaire, il a eu des responsabilités à l'époque de la Révolution, hein, ça a été un des commissaires, un des plus hauts représentants de la Révolution en Corse, et il a été directeur du collège d'enseignement secondaire de Bastia, et c'est lui qui a introduit l'enseignement du français. Mais il explique comment il enseigne, il donne les premiers cours de français aux collégiens corses, aux enfants issus des bonnes familles. Donc, mais il dit, bon, la lingua, c'est l'italien, et il parle des poètes improvisateurs qui composaient des pièces orales, c'est lui qui le dit, de bonne facture, in dialetto. Donc, ces lettrés, ces clercs corses, ils apprécient aussi, je dirais, cette langue populaire, cette langue qui procède de ce que Herder appellera l'esprit du peuple. Voilà, donc, alors de la même façon, dans le peuple, l'italien n'est pas totalement inconnu, pas du tout. Par exemple, il y a des prénoms qui sont devenus des noms qui ont circulé pendant très longtemps en Corse. Bon, aujourd'hui, on a des Suélènes. Pourquoi? Parce qu'avec le poids Mais si vous voulez, c'est la télévision et c'est la force des médias. Mais la littérature, elle a une force de médiatique, elle a une force de propagation et de diffusion. À l'époque aussi, par exemple, les Medori, Medoro, c'est un des personnages du Tasse, si je ne me trompe pas. Voilà, donc, qui est de la littérature italienne. C'est un musulman, c'est un soldat musulman, etc. Donc on a des Tancrède, vous savez, bon, tout le monde a un peu l'expérience de ces noms un peu extravagants, je dirais, lorsque vous allez sur le continent. Hein. Mais comment on peut s'appeler comme ça? Voilà, parce qu'il y a toute une histoire derrière, il y a tout un substrat qui serait un peu trop long à expliquer, à un cliché. Voilà, bon. Alors, donc, les Corses chantent aussi volontiers des chansons populaires dans lesquelles ils n'hésitent pas, même s'ils ne savent pas parler italien, à mélanger du corse et de l'italien. Donc, il y a des formes bilingues comme ça. Et à Socia, par exemple, à Socia et ailleurs, il y avait la forme burlesque Dio Testamento. Alors, les gens, les improvisateurs, composaient des testamenti satiriques dans lesquels ils réglaient leurs comptes coi paesani. Voilà. Alors, ils le faisaient de façon telle que ça puisse être accepté et pas trop blessant. Et donc, dans ces testamenti, très souvent, on a le mélange, testamento utopirio, hein, on a le mélange du corse et de l'italien. Et c'était normal. On passait d'une langue à l'autre. Même si, dans le quotidien, on ne parlait que corse. Les prêtres aussi parlaient italien, mais ogni tanto scrutiavano un corsuino.
quando gli parlavano così in cattedra. Ecco, voilà. Donc, si vous voulez, ce régime, il a très longtemps vécu, et donc, il y a quelques témoins de cet écosystème, avec par exemple Guglielmo Guglielmi, qui était un contemporain de Louis XIV, et qui a composé les Ottave Giocose. Et à un moment donné, il y a dans les Ottave Giocose un contrasto tra un Anijanin che uno e un Castel d'Acqua. Un Castel d'Acqua, c'est la région de l'Ampugnani, hein, lorsqu'on monte à Ampugnani. Voilà. Et donc, en fait, c'est une pièce qui a été imprimée en 1825, où on voit très distinctement, je dirais, les parties corses et les parties italiennes mélangées. Voilà. Alors, donc, c'est l'une des premières attestations écrites de ce contact des langues qui était pratiqué de façon courante. Alors, évidemment, il y a Salvatore Viale, que tout le monde connaît, donc, qui a écrit la Dionomachie avec ce fameux Sirinado Iscapino. Donc, c'est un ouvrage assez conséquent, hein, c'est un lettré, c'est un juriste, un président de tribunal à Bastia, bon, c'est la bourgeoisie bastiaise. Hein. Et donc, il a écrit cette pièce en Corse avec le personnage de Scapin, qui est à l'époque, évidemment, une des grandes figures littéraires et populaires. Et il y a aussi Giambedu Grimaldi, qui va écrire en italien. Alors, il y a tout un cercle de lettrés sur Bastia, hein, et je vais y revenir. Et il a écrit un texte qui s'appelle La promessa sposa in Niolu, dans lequel il traite d'une question qui préoccupait énormément les clercs à l'époque, c'est celle à la fois du jury et de la vendetta. Voilà. Bon, donc c'est un texte dont l'argument est celui de la vendetta. Mais il a écrit aussi une complainte qui s'appelle Bartolomea, qui est entièrement en corse, qui n'a pas signé, parce que souvent on ne signait pas ce qu'on écrivait en corse. Bon, Viale l'avait fait, mais pas lui. Donc, et cette complainte, Bartolomé, elle a été chantée dans tous les villages, enfin dans beaucoup de villages. Et après, elle avait intégré, je dirais, le folklore populaire. Et quand une chanson intègre le folklore populaire, on ne sait più qual è la fatta, né qual è la cantata a principio. Voilà, a canta il popolo, è sempre stata così. Voilà, c'est, je dirais, sa meilleure validation. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a évidemment l'œuvre majeure, c'est celle des Cantigorti en 1841 de Niccolò Tommaseo. Voilà, ça c'est, je pense que c'est un tournant capital. Alors je me suis dit, andiamo au libro. Voilà, voglio fare au libro, parce que ça, les Canticorti évidemment de Niccolò Tommaseo, donc, qui est sorti en 1841, qui est un livre capital. Je dirais c'est une espèce de bible culturelle qui, si on est attaché à la langue, tout le monde devrait l'avoir. Voilà. Bon, c'est une édition donc d'Annalisa Nesi, qui est à la retraite, qui est une professeure de linguistique à l'université de Sienne, qui est une somme absolument remarquable, avec un travail d'érudition, des notes d'accompagnement, parce qu'elle a de toute l'édition des notes critiques, avec, comment dire, ces notes de bas de page dont les Italiens ont le secret, c'est-à-dire que vous avez le texte qui fait un quart et la note qui fait trois quarts. Voilà. Mais c'est toujours d'une densité, d'une érudition bluffante. Hein. Voilà. Donc c'est un très très beau livre, et bon, c'est une très belle réflexion de notre collègue Toscane, mais c'est un livre capital dans la mesure où, comment dire, c'est lui, le premier transcripteur du corse, le premier vrai transcripteur du corse, c'est lui. Perché lui in corsico non sa scrivere con italiano. Alors, Niccolò Tommaseo, c'est un des penseurs du Risorgimento. Quand il est venu en Corsica, a avuto scappato, parce qu'il avait la police de l'Empire, je dirais, à ses trousses. Alors, vous savez que les révolutionnaires italiens et les Corses qui participaient au mouvement du Risorgimento, quand ils avaient besoin de se mettre au vert, di un giorno, si stavano in Corsica e poi ogni affare si calmavano, dopo voltavano qua, in terraferma, come li chiamavano. Ecco. Donc, il est venu se mettre au vert en Corse. Mais évidemment, il a découvert tout un patrimoine parce que c'est un des penseurs italiens du mouvement romantique, donc de cette conception herdérienne de la langue. Alors, pour vous dire à quel point ça n'est pas n'importe qui,
C'est l'auteur, avec Bernardo Bellini, du Dizionario della lingua italiana, en 8 volumes, que revendiquent aujourd'hui encore les Italiens, je dirais, en termes d'œuvres de production théorique de prestige. Donc, ce monsieur-là, ça n'est pas rien. Et ce monsieur-là, il est venu et il a tout compris. Voilà. Alors, on voit même à travers les transcriptions qu'il fait, parce que bon, il se rend bien compte que au corso on est qu'au italien, on voit l'évolution de ces transcriptions. C'est-à-dire que bon, il essaye le code orthographique, il essaye de le faire évoluer lui-même pour trouver la meilleure adéquation possible. Il y a des notes ethnographiques, il y a des commentaires. C'est un travail absolument admirable. Et puis, c'est quelqu'un qui dit aux lettrés corses, à ce cercle culturel bassiais, puisqu'il est concentré sur Bastia, ma guardate le meraviglie che avete. Guardate le meraviglie che avete. C'est extraordinaire. C'est ça qui a de la valeur. Et c'est là que ressort la conception herdénienne. C'est de ça que vous devez tirer la source de votre renouveau. Voilà. Alors, de votre renouveau culturel, de votre régénération culturelle. Alors, dernière chose, évidemment, sur l'omniprésence de l'italien en Corse, la Constitution de la Corse, elle est écrite en italien. Pourquoi? Parce que tutti i corsi che hanno un certo livello di formazione parlano e scrivono en italiano. Et je dirais même plus, tous les Corses qui ont un haut niveau de formation sont, comme toute la bourgeoisie et la noblesse, je dirais d'un certain rang en Europe, sont des individus plurilingues. Ils connaissent tous plus de 2 langues, parce que c'è un latino. Et Paoli, évidemment, il va connaître aussi l'anglais. Vous voyez? Mais ça, c'est l'ordinaire, je dirais, du haut du panier, si vous me permettez cette expression triviale. C'est normal. D'ailleurs, les puissants, aujourd'hui, tous ceux qui sont pour le monolinguisme, ne vous inquiétez pas, hein, les enfants, ils seront bi ou plurilingues, hein, parce qu'eux, ils savent quels sont leurs propres intérêts. Hein, et ça, ils ne l'oublient jamais. Par contre, ils n'ont pas forcément tendance à partager, je dirais, ce que Bourdieu appelait le capital culturel. Voilà. Donc voilà. Alors, maintenant, j'ai fait le lien avec, si vous voulez, le discours d'Herder et le discours de Rivarol. Donc, la revendication du Corse, elle va pouvoir, je dirais, s'accrocher au paradigme de l'esprit du peuple herdérien. Voilà. C'est-à-dire que Herder a dit, on peut constituer, parce qu'il fallait constituer la langue allemande, par rapport à la langue française. Vous vous rendez compte de ce que c'était la langue française en Europe? La langue française, au XVIIIe siècle, si vous lisez Fumaroli, c'est la langue des élites, c'est la langue internationale. C'est un espèce de super anglais. Même l'anglais d'aujourd'hui n'a pas le prestige du français de cette époque. Alors, vous vous rendez compte, les Allemands, qui en plus sont constitués d'une myriade de principautés, c'est une nation qui est extrêmement émiettée. Par rapport à un pays dont l'unité est presque millénaire, il y a un enjeu symbolique et culturel extrêmement fort. Hein. Voilà. Bon, donc, comment dire, dans le système de symbiose dont j'ai parlé maintenant, c'est évidemment l'écrit, la compétence scripturale et la compétence culturelle qui va servir de discriminant et de différentiel qualitatif pour l'ensemble de la population. Voilà. Donc il y a des élites qui sont automatiquement bilingues, voire plurilingues, et le peuple qui est plutôt monolingue, mais avec, je dirais, qui vit une forme de continuité avec l'italien. Voilà. Bon, donc, on va passer à l'écosystème français. Alors, l'écosystème français, évidemment, il intervient. Alors, il n'intervient pas, il va se mettre en place de façon très difficultueuse. Hein. Il va falloir du temps. Ce n'est pas Ponteno qui va installer le français du jour au lendemain. Hein. Par exemple, le journal officiel de la préfecture, qui est l'ancêtre du journal de la Corse, que tout le monde connaît, qui a été édité sous l'Empire, sous le Premier Empire, pendant à peu près 25 ans.
il va être systématiquement bilingue. C'est un journal en 2 colonnes dans lequel on publie les textes, les ordonnances donc administratives, les décisions du préfet, avec une colonne en français et une colonne en italien. Dans les tribunaux aussi, on est obligé de passer par les interprètes. Mais donc, si vous voulez, le français va mettre un terme définitif, et ça évidemment les clercs vont en prendre conscience à un moment donné, au système lingua dialetto. Lingua italiano, la lingua colta, et il dialetto, la lingua reupupu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant que l'italien va se retirer? Ciò fa qualcosa, Ziti. Ecco. Voilà. Donc, alors, les précurseurs. Les précurseurs, c'est Monsignore Avoata, avec ses poésies giocose. Donc, l'évêque d'Azilone. Alors, évidemment, tout le monde ne connaît pas les poésies giocose. Mais quand on était gosse, dans les villages, la plupart des Corses se connaissaient à Rustadia. Una Rustadia si sa quanto è l'agosta, c'ho il carbone, faro e la posta, e c'ho il mezza giornata la vella ben composta. Voilà, ça, c'est après, regardez, près des Antou, dans les poésies giocose. Alors, Monseigneur de la Foata, c'est un individu plurilingue, un de plus. Parla francese, parla gosto, parla italiano, parla latino, venentese, e latinate. C'è nemmeno che conosce meglio che. Voilà, mais il ne les publie pas. Donc, on script en Matia. Et c'est l'abbé des Antilles, qui est un de ses descendants, qui va éditer les poésies giocose pour la première fois en 1973. Donc, c'è una specie di lingua a Matia, mais qui essaye de devenir une langue écrite. Et quand vous la lisez, bon, d'abord, ce sont des versets populaires, dans une forme extrêmement traditionnelle, dont je vous passe les détails. Mais si vous connaissez la Rustadia, ça vous parlera. C'est de la langue, c'est proche, extrêmement proche de la langue orale. Voilà, vous avez envie de chanter parce que la forme le permet. C'est très humoristique. Et puis, comment dirais-je, c'est la variété du taravo. C'est une variété qui est très parlante encore aujourd'hui. Parce que grosso modo, le parler du taravo, quand on lit ça, ben, il en reste encore très proche. Ça veut dire qu'il reste encore des éléments linguistiques de grande qualité par rapport à ce qui pouvait se dire à l'époque. Voilà. Alors après, quelqu'un qui est pas très bien connu, c'est Battera Pesca, c'est Pietro Luciana, qui est un Bastiais, qui a produit en 1887 le premier ouvrage bilingue, Les Berzi Italiani Corsi. Alors, c'est un professeur d'allemand au lycée de Bastia, donc il parle français, évidemment, il est professeur, hein, à la fin du 19e siècle, il parle allemand, il parle italien, il parle l'agosto. Donc, c'est un bouquin de 400 pages avec 200 en corse et 200 en italien. Mais, si vous voulez, ce n'est pas encore l'homme de la rupture. C'est encore un peu l'homme du système lingua dialetto. Vous voyez ? Mais il érige le corse, il le fait monter, il lui donne la dignité de la langue. Comment ? À travers l'écrit. Voilà, à travers le dialecte bassier. Là aussi, très intéressant du point de vue linguistique, hein, Luciano. Voilà. Et puis après, évidemment, on a Santo Gazzano. Santo Gazzano, 1896, à la Tramontana. Et Santo Gazzano, alors, pourquoi je dirais, c'est lui qui porte, qui assume la responsabilité de la rupture aux yeux de tous. Parce que lui, elle a scelto corsa e basta. Alors que c'est quelqu'un qui est issu de la formation traditionnelle. C'est-à-dire qu'il a fait toutes ses études, il était né en 1850, il a fait toutes ses études encore en italien. Voilà, il est passé par le couvent de Vico, etc. Donc il est de l'ancien monde, de l'ancienne culture. Mais il a senti la rupture. Voilà. Bon, pas dans le contenu de ses écrits, mais dans la spectacularisation de la langue, parce qu'à Tramontana era letta. C'erano che ricevevano i giornali, che si sapevano leggere e che leggevano per l'altro. Voilà. Et c'est une langue aussi, bon, c'est une langue un peu plus formelle, un peu plus francisée, mais c'est du corse. Voilà. Alors après, il y a la cispra, dont je ne vais pas vous parler. Il y a Falcucci, qui sort, dont le dictionnaire serait édité en 1915, et qui est le dernier représentant, je dirais, de ces clercs de formation italienne, puisqu'il ne parle pas français, lui. Hein. Et donc, son dictionnario, il serait édité à Cagliari en 1915,
Mais il faut lui rendre hommage parce qu'il y a non seulement, évidemment, toutes les notes, tous les termes linguistiques, mais il y a aussi un certain nombre de notes ethnographiques, de commentaires qui accompagnent les mots. Ce sont des ouvrages qui mériteraient d'ailleurs des rééditions. Hein, voilà. Alors évidemment, après, il y a Amouvra, Lanugorsu, je passe. Et il y a aussi un article qui est passé entre les gouttes et que j'ai eu la chance de trouver aux archives de la Corse du Sud, à Ajaccio, en 1921, un article de Paul de Reno. Alors, Paul de Reno, et ça s'appelle Nationalisme littéraire. Qu'est-ce que c'est en français? Et le fameux Paul de Reno, il donne au programme politique de la CISPRA, c'est-à-dire l'autonomie et la reconnaissance de la langue, il donne un programme de construction littéraire nationale. Il dit il faut construire une littérature nationale corse, et voilà comment il faut faire. Donc, il essaye de prolonger, je dirais, la dynamique de la CISPRA. Seulement, voilà, Paul de Reno, c'est Paul Arrighi, créateur de la Nugorsu, qui s'affrontera sévèrement par la suite avec donc Bezzo Rocca, et en particulier sur la question de l'irrédentisme. Vous voyez, c'est un agrégé d'italien aussi. Voilà. Donc là, c'est intéressant de voir le parcours du personnage. Alors, il faudrait fouiller son courrier, si vous voulez. Il faudrait avoir accès à son courrier pour comprendre comment s'est opéré le basculement. Voilà. Alors après, 1959, première demande officielle d'enseignement du corse à l'association Lingua Corsa à Corté. Donc, que le gouvernement se préoccupe de la question de la langue corse. L'association demande qu'elle soit enseignée officiellement dans l'enseignement secondaire au titre de seconde langue, facultative hors de l'île, obligatoire dans l'île. Obligatoire dans l'île, c'est écrit en italique. Valable pour l'obtention des titres et diplômes. Voilà, 1959. Je reviens un tout petit peu en arrière. 1951, c'est le vote de la loi d'Exxon. Là aussi, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose qui a disparu des radars parce que ça volait trop bas. La loi d'Exxon, elle a été votée pour les langues historiques de France. Le catalan, l'occitan, le basque et le breton, essentiellement. Pas pour les autres. Les autres, le flamand, l'alsacien et le corse, ce sont des dialectes de langue étrangère. On revient au discours de Barrère en 1794. Voilà. Donc, si vous voulez, l'association Lingua Corsa, elle est allée trouver les politiques à l'époque. Elle les a pris par la veste, comme ça. Elle dit, regardez, la loi d'Exxon, elle existe depuis 1951, c'est pas ça nous, là. Donc, demande en 1959, il faut revendiquer par la langue. Mais comme il y a eu le problème de l'irrédentisme, on ne fait plus aucune référence à l'italien. Parce qu'à l'époque, parlare di italiano e parlare di lucchesi. E quando eravamo tutti parlare di lucchesi, o i me che me ne valgo, Voilà, era così. Mio nonno una volta un buon amico avuto, mi ha detto allora la foto lucchesi. Voilà, c'était extrêmement déprécié. C'était les Maghrébins d'aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez, il y avait quand même eu 80 000 soldats italiens en Corse, et le traumatisme de la guerre était présent. Donc, si vous voulez, en raison du problème de l'irrédentisme et en raison de cette situation géographique des langues, il fallait faire passer le corse pour une langue de France. Donc il fallait absolument couper, je dirais, la tâche avec l'italien, parce que les représentants de Lingua Corsa, ils n'avaient pas d'autre solution. Ils sont allés trouver Giacomi, Pierre-Paul Giacomi et Jean Zuccarelli, à l'époque, le grand-père, et ils leur ont dit, voilà, c'est pas ça que... Et Giacomi et Zuccarelli, honnêtement, de leur point de vue, ils ont fait leur travail à l'Assemblée nationale à propos de la langue. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, c'est ça aussi qui, après, à la fac, dans les années 80, va contribuer à alimenter, je dirais, le conflit théorique entre les tenants de la linguistique structurale, pas tous d'ailleurs, et les tenants de la sociolinguistique. Parce que derrière tout ça, il y a un fond. Voilà. Bon. Donc, je pense qu'il me reste peu. Je vais tâcher de conclure. Alors, le troisièmement, la langue polynomique. Alors, ou popolare lingua. Alors, j'ai dit tension et contradiction. Alors, d'abord, l'état de la langue, très rapidement, l'enquête qui a été présentée par le président,
Simeone récemment, la session. C'est un document qui, je l'espère, sera public parce qu'il y a un travail très important qui enrichit énormément l'enquête de 2013, qui est bien sûr perfectible parce que les enquêtes sont toujours perfectibles les unes par rapport aux autres, mais qui qualitativement marque une avancée assez forte. Donc, alors, quelques chiffres. 41% des répondants, 1500 personnes interrogées. En 2013, 500, donc 3 fois plus. 41% des répondants ont effectué l'enquête en choisissant de parler corse. C'est quand même pas mal, hein, sur les 1500. 41%. 90% des répondants ont réussi, enquête orale, hein, c'est-à-dire qu'on posait les questions et la personne répondait oralement. 90% ont réussi à aller jusqu'au bout, répondant non corso. Donc, ça témoigne quand même d'une compétence avérée, parce qu'on se méfie avec les enquêtes déclaratives. Les enquêtes déclaratives, faites confiance à la personne qui vous dit c'est blanc ou c'est noir. Mais en fait, vous ne pouvez pas les gratter derrière. Donc là, on a essayé de vérifier donc, la compétence. Alors, dans les personnes interrogées, 88% considèrent comme très important de préserver la langue. Donc, ça donne une assise, ce que j'appellerais une assise sociologique à la revendication linguistique. C'est une valeur pour les Corses, c'est une valeur à défendre, aujourd'hui encore. 94% réfutent l'affirmation de l'inutilité du Corse. 94% le réfutent. Et d'Aguedio Augusto. Voilà. 71% plébiscitent la co-officialité. Et 71%, grosso modo, ça renvoie au vote de 2013, sous la présidence Jacob, où on a à peu près cette représentation politique en termes de pourcentage. C'est intéressant. Voilà. Donc il y a une bonne assise, je dirais, sociologique pour cette revendication, mais attention, domaine sociologique, là on est dans la réalité. Hein. 76% ont du mal à envisager la mise en œuvre effective. C'est compréhensible, parce que c'est aux politiques de mettre en place une politique et de la rendre crédible aux yeux de la population. C'est aussi à la population de l'accompagner. Mais cette politique, il faut la construire sous ses yeux. Voilà, pour donner les choses à comprendre. Voilà. Alors, on estime la population de locuteurs à peu près à 39% sur les 1500 personnes interrogées. Si on fait une projection, ça donnerait à peu près 105 000 locuteurs. Ceux qui, alors, avec, je dirais, des compétences variables. Sachant que quand on parle de locuteurs, à part les jeunes, personne ne sait écrire le corse. Hein. Voilà, c'est des compétences de langue orale. Hein. Voilà. Mais il y a encore une assise linguistique, il y a une forme de vitalité linguistique sur laquelle on peut construire une politique de co-officialité. En matière de transmission familiale, et là, je dirais que l'enquête de 2013, bon, je n'étais pas d'accord avec un chiffre qui a beaucoup circulé, les 2% de transmission familiale. Et pourquoi je n'étais pas d'accord et pourquoi j'ai été toujours critique à ce sujet? Parce qu'à côté des 2%, c'était 2% de transmission uniquement en langue corse. Il y avait aussi corse et français, 13%. Donc si on additionnait les deux, ça donnait 15%. Alors là aussi, corse et français, il faut être nuancé parce qu'il faudrait des questionnaires précis pour savoir en quoi ça consiste la transmission. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une véritable enquête famille. Voilà, pour savoir quelle est la réalité de cette transmission. Bon, donc, 89% estiment que le rôle de la famille est très important et finalement, 38% déclarent parler français et corse, 38%. Alors, première enquête, enquête téléphonique. Là, c'est une enquête en vis-à-vis. Donc, on a plus de temps, c'est plus facile. Vous voyez, le téléphone, ça introduit aussi un biais. Hein. Bon, alors, ça demande vérification, mais 8% déclarent parler uniquement en corse. 8%, c'est pas 2. Bon, c'est pas terrible, hein, mais c'est pas 2. Bon, alors, dernière chose. Il ne me semble pas anormal, dans les conditions d'aujourd'hui, que la transmission familiale ne se fasse pas uniquement en Corse, pour la bonne et simple raison que nous vivons dans un système de symbiose, où les deux langues coexistent. Voilà. Et donc, il n'est pas antinomique de faire vivre à l'enfant les deux langues, même si, dans le giron familial, on peut, dans un premier temps, privilégier le corse et lui offrir une forme de monolinguisme familial. Mais je pense qu'il faut enchaîner assez vite sur les deux langues. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça. Même en Catalogne,
même en Catalogne, si vous voulez, la transmission bilingue est plus forte que la transmission monolingue. Donc je pense qu'il faut qu'on se dégage de cette idée de la transmission monolingue. Bon, voilà. Alors, pour la polynomie et pour finir, si vous voulez, la polynomie, ça a été très important. Pourquoi? Parce qu'en 1924, Polari avait dit c'è mica insegnato corso, prima ci ha fatto la grammatica, ci ha fatto i dizionari, ci ha fatto tutto il discorso, et on l'a dit, mica, on pensava, ci ha dato una norma unica. Alors, vous savez que la Corse, nous sommes autant de tribus qu'il y a de villages. Donc après, il y a les chefferies par vallée, etc. La Corse est extrêmement cloisonnée. Nous pensons les choses d'une certaine façon, d'une façon clanique. Je n'ai pas dit claniste, mais clanique. Et la langue, nous la pensons aussi un peu de cette façon. Parce que nous parlons à lingua di uno strologo, mais on ne la conçoit pas autrement. Bon, donc à l'époque, Jean-Baptiste Marcellesi, au début des années 80, a dit la lingua polynomica. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la langue que tout le monde parle. Il est revenu à la fameuse langue de Bernard Poche. On prend la variété que parlent les gens. Voilà, Faderousi. Et c'est ça qui a permis l'enseignement du corse. Et alors là, il y a un truc qui est complètement invisible, même pour les spécialistes des sciences de l'éducation, c'est qu'on a enseigné une langue de façon totalement libertaire. C'est libertaire, c'est-à-dire fate. Alors qu'en France, bon, je suis passé par l'école normale, un couteau, puis, voilà. C'était cadré, voilà, il ne s'agissait pas de faire un pas de côté. Voilà, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que c'est pour imparare una lingua amatia. Bon, alors, ça a permis l'expansion du corse. C'est ça qui a sauvé le corse à l'école. C'est la langue polynomique. Alors maintenant, la langue polynomique, elle peut aussi poser des problèmes. Et je vais finir là-dessus. Le grand danger de la langue polynomique, c'est quoi? Enfin, le grand danger, le grand risque, parce qu'il y a un risque. C'est le risque de la suridentité, c'est-à-dire de la surinterprétation de sa propre variété. C'est-à-dire que moi, je vais défendre la variété du Saure, toi, tu es de l'Altaro, quoi, tu vas défendre la tienne. Voilà, parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir certains articles dans lesquels on parle de frontières linguistiques aujourd'hui en Corse. Bon, évidemment, ils sont ultra minoritaires, mais non, je regrette. Quelqu'un de Pétrette va parler très facilement avec quelqu'un du Cap, et jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un du Cap va parler avec quelqu'un d'Olène. Avec un petit peu d'habitude, il n'y a aucun problème. Bon, donc, il ne faut pas construire aujourd'hui i muraioni con esistano mica. Voilà. Donc, je finirai d'ava lingua. Si vous voulez, on a un enjeu, et je finirai là-dessus. Je reprendrai une phrase de Dominique Tadei, parce que j'ai écouté sa conférence avec un grand intérêt. Et Dominique Tadei, il disait, avec le statut particulier, l'histoire a vaincu la géographie. Les tribus, vous voyez, le cloisonnement, etc., la difficoltà a fare l'unione. Eh bien, no caso la lingua, il faut absolument, c'est une nécessité absolue, che la storia pia sopra la geografia. Ça veut dire qu'il faut que tous, nous acceptions de nous mettre en chemin vers la langue commune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'on va pas, les gens d'Olène ne vont pas abandonner le parler d'Olène du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que la collectivité de Corse va imposer une variété dominante du Nord de façon automatique. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais il faut que nous ayons à l'esprit que les gens qui vont apprendre notre langue, qui n'ont pas nos références à la communauté originelle, la communauté terrienne, cette espèce de ces gens-là, ils ont besoin de faire de la langue son propre espace. C'est-à-dire un espace symbolique qu'ils vont partager avec nous. Et là, évidemment, il faut tendre un pont vers eux et il faut qu'on fasse aussi un pas vers eux. Et peut-être qu'il faut aussi qu'on mette un petit peu de côté nos différences pour montrer ce qui nous unit. Parce que, en perdant un peu, moi vince assai. Vi ringrazio. A ringraziati Obasqua. Nous avons le plaisir d'accueillir la conseillère exécutive en charge de la culture, mais aussi de la formation, de la langue. Voilà, merci. Merci Antonia d'être ici. Le président de l'exécutif m'a demandé
de vous prier de l'excuser. Hein. Voilà, il est en réunion au moment où on se parle. Il n'est pas très loin, mais il est en réunion toujours. Peut-être qu'il passera nous saluer tout à l'heure et surtout saluer les conférenciers. Donc, je passe peut-être la parole avant de la passer à Francesco Maria, André, 2 secondes, direttamente. Allez, allora la parola. Vai burro. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je vais prendre un peu plus d'une demi-heure pour mon exposé, ce qui va nous emmener à 8h20 normalement. Et pour vous dire que commémorer les 40 ans d'activité de l'Assemblée de Corse, c'était pour moi finalement raconter une histoire contemporaine de la langue corse, particulièrement en tant que langue en voie d'institutionnalisation. L'élaboration linguistique a permis aux Corses, ces dernières décennies, d'investir de nouveaux domaines d'usage, comme l'a rappelé M. Ottave, et notamment la sphère politique. Cette année anniversaire est l'occasion pour moi de proposer, à partir de prises de parole des élus, un panorama à la fois des usages de la langue corse et des contextes d'apparition de la langue corse dans l'hémicycle. Cette première investigation m'a conduite à constituer un corpus d'énoncés monolingue en langue corse, mais surtout un corpus d'énoncés où l'alternance codique, en d'autres termes le passage du français au corse ou inversement du corse au français, est marqué dans le discours. Ces énoncés bilingues sont le résultat à la fois de l'exploration des retransmissions des sessions ordinaires qui sont disponibles en ligne et aussi de l'extraction d'énoncés bilingues qui affleurent dans les comptes rendus in extenso à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un corpus que j'ai réussi à rassembler et qui est constitué de prises de parole spontanées, mais aussi de prises de parole dites oralisées, comme le discours des présidences ou les questions orales. Ces productions orales et écrites deviennent pour la linguistique un terrain d'investigation dans le but de décrire généralement les manifestations d'une langue minoritaire en contexte biplurilingue et précisément les attitudes des élus de la Corse vis-à-vis de l'élaboration linguistique et aussi de voir comment ils s'adaptent aux nouveaux besoins de la langue corse et d'ailleurs des besoins qui sont générés par l'exercice politique lui-même. Afin de mettre en relief l'utilisation du corse dans l'hémicycle, il semble opportun avant tout de questionner les compétences langagères en langue corse des élus, puisqu'elles vont forcément conditionner les prises de parole et leurs attitudes à l'oral comme à l'écrit. C'était une manière de tenter de définir les contours d'un politiguese qui caractériserait les pratiques du corse à l'Assemblée en mettant en évidence les faits provoqués par l'apparition du corse dans les prises de parole. Les pratiques de la langue corse à l'Assemblée semblent emboîter le pas à la politique linguistique, mais elles révèlent des problématiques inhérentes à la documentation de la langue. Plus précisément, le nécessaire emploi de lexique technique et spécifique à l'Assemblée m'interroge sur les stratégies de création lexicale des élus, par exemple en termes de néologie ou d'emprunt. Surtout que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas une instance normative en mesure d'encadrer l'équipement linguistique en termes de création de lexique, grammaire, dictionnaire, par exemple. Donc, sur le répertoire linguistique des élus sur la base déclarative, on peut trouver des éléments de réponse dans les prises de parole. Par exemple, certains élus font une rétrospective sur leur biographie langagière. Donc, il s'agissait pour moi de déterminer si, de manière déclarative, la langue corse leur a été transmise par leurs parents ou plus largement par la sphère privée, par l'école ou par d'autres moyens. En tenant compte de l'aspect déclaratif, on peut distinguer donc des locuteurs natifs, des néolocuteurs et des locuteurs passifs. Lors de la session ordinaire de novembre dernier, à propos des rapports 275, 292, 303 et 329 autour de la revitalisation du Corse, il y a une poignée d'élus qui revient sur les conditions d'acquisition de la langue corse dans la sphère privée. Par exemple, voilà, le corse, j'ai eu le privilège ou la chance de le recevoir en héritage et je n'ai aucune fierté à en tirer. Et il y a un autre élu qui emboîte le pas pour s'exprimer également sur sa pratique. E quando si parla di anoscia lingua e di anoscia cultura, un posso mica va altrimenti di parla ciò che m'hanno imparato a Monasht. Lors du grand débat de 2013 consacré à la langue,
qui précède l'adoption de la proposition pour un statut de co-officialité et de revitalisation de la langue corse, la moisson est plus intéressante au niveau de la constitution des biographies langagières des élus. Un élu s'exprimait sur son acquisition de la langue auprès de la communauté linguistique cortenaise et avec ses grands-parents. Sta lingua l'abbiamo imparata zitellu in Cherudio, Piazza Paoli in Corti, e soprattutto in casa come babone e a mamone. Durant l'analyse du rapport d'orientation sur la langue corse de novembre dernier, aucun élu ne revient sur ses conditions d'apprentissage de la langue hors du cadre familial. Mais une rétrospective jusqu'en 2013 ravive les grandes lignes de la biographie langagière de certains élus. Par exemple, au-delà de l'émotion en hommage à leurs ancêtres, finalement, on a des prises de parole qui permettent d'identifier des néolocuteurs, ou courts ou nemica me lingua materna, de cerner les représentations familiales où la langue corse est cantonnée à un usage vernaculaire. O me babbo volia mica imparare la sua lingua materna perché pensava che era più importante di parlare inglese o italiano. Et aussi d'insister sur les conditions d'acquisition de la langue. Je traduis, j'ai commencé tout doucement à apprendre à la maison. Aujourd'hui, je suis la formation des élus. Ou encore de montrer le dépassement d'une insécurité linguistique par le biais de la formation et l'activation publique de la parole, au moins dans des productions orales en continu, par exemple sur l'oralisation d'une prise de parole. Awa sono capace di parlare poco, ma di parlare senza vergogna. L'insécurité linguistique ou la compétence langagière passive dans l'hémicycle est relevée dans des prises de parole. Par exemple, je cite, «Volevo dirvi che il vostro corso, quando vi parlate, mi incanta. Adio assai piacere sentirvi parlare la nostra lingua materna». Je ne vais pas faire une réponse intégralement en corse, car elle est un peu longue et j'ai peur de me perdre. En définitive, ce sont surtout les élus locuteurs natifs déclarés qui se dévoilent. Sur la dichotomie entre néolocuteurs et locuteurs natifs, dans le cadre de la revitalisation des langues minoritaires, il convient de légitimer aussi le rôle des néolocuteurs en tant que membres actifs de la communauté linguistique, tout comme les locuteurs passifs qui ont une compétence en compréhension et qui n'activent pas forcément la parole. Nous pourrions finalement nous accorder pour dire qu'aujourd'hui, la communauté des élus de l'Assemblée est plurilingue. Si on suit d'ailleurs la déclaration de la présidente de novembre dernier qui dit « l'ensemble des élus ont une compétence en compréhension dans cet hémicycle ». Mais on comprend bien que cette problématique n'est pas forcément facile à analyser. Donc, il conviendrait peut-être, et c'est une proposition que je suggère, de penser un nouveau discours de type inclusif afin que chaque catégorie de locuteurs puisse prendre sa place ou prendre sa place dans le processus d'élaboration linguistique en cours. Donc, l'analyse linguistique des prises de parole dans l'hémicycle laisse entrevoir à l'évidence des dynamiques de variation dans la pratique du corse. En d'autres termes, des dynamiques de continuité et des dynamiques de rupture à plusieurs niveaux que je souhaite évoquer brièvement avec vous. La forme la plus évidente de la variation linguistique est probablement celle qu'a évoquée Pascal Ottavi, c'est-à-dire la variation diatopique. On trouve des manifestations de marqueurs dialectaux dans les prises de parole des élus et aussi dans les retranscriptions des comptes rendus des sessions ordinaires. On observe chez les locuteurs dits natifs comme chez les néolocuteurs qu'il y a une volonté de réappropriation ou de valorisation de marqueurs dialectaux. En proclamant la langue corse comme la somme de tous ses parlers, Pasquale Marchetti et Anton Domenico Geronimi insufflaient en 1971 une réflexion épistémologique. Cette définition de la langue corse, qui prend en compte la variation dans l'espace, préexistante au concept de langue polynomique, sera donc encadrée par cette norme dite plurielle. La diversité linguistique et la variation diatopique a été documentée en Corse à travers plusieurs entreprises dialectologiques qui ont été évoquées. Et il faut rappeler que la banque de données de la langue corse, qui est née en 1986, grâce au travail et à l'abnégation de Marie-Josée d'Albert à Stéfanage et des chercheurs qui l'ont accompagnée,
et aussi une volonté politique, puisque c'est l'Assemblée régionale de Corse qui passait à l'époque commande pour que le Corse soit doté d'une base de données informatique. Jusqu'à présent, nous avons évoqué les types de locuteurs au sein de l'hémicycle, et à présent, je vous propose, à travers des exemples illustrés, d'analyser des prises de parole. La percée de la langue corse dans des nouveaux espaces, comme la politique, s'accompagne sur l'île d'une diminution significative de la pratique dans l'espace privé, et les grandes lignes de la répartition fonctionnelle entre Corse et Français ne semblent pas évoluer de façon significative. Dans l'hémicycle, et il me semble que c'est de bon augure, on enregistre des tendances évolutives positives. Quantitativement, sur l'année 2022, plus d'une trentaine d'élus insèrent la langue corse, donc plus d'une trentaine d'élus sur 63, insèrent la langue corse dans les prises de parole. Aucun élu n'a fait le choix de s'exprimer exclusivement en corse durant les sessions ordinaires. Le quart des élus de l'Assemblée produit des énoncés monolingues, tantôt en corse, tantôt en français, et plus d'un cinquième des élus produit des énoncés qui alternent l'emploi du français et du corse. Alors, on peut se demander quelles sont les fonctions attribuées par les élus aux énoncés en langue corse dans les prises de parole qui présentent une alternance codique. Schématiquement, on peut esquisser 3 structures de prise de parole en langue corse. Des discours d'allocution moderne corse. On a aussi des discours en alternance codique et sinon des discours amorcés en corse qui basculent en français et sont terminés en corse. Ce troisième schéma, qui illustre une alternance codique élevée, donne l'impression d'une insertion du corse parfois plus spontanée quand il dépasse seulement l'encadrement symbolique, c'est-à-dire « Buongiorno, a ringraziarvi ». Je cite « Merci, Madame la Présidente, sans alourdir le propos, parete affari sono state ette. Je pense que là, le calendrier, c'est la porte d'entrée. Io penso a 2 affari, di già non t'ho vondo, aveva una particolarità, cioè la pia in conto. » En 2022, on remarque qu'une prise de parole monolingue en langue corse de la part d'un élu peut favoriser aussi le rebond dans la langue régionale, dans les prises de parole, avec un enchaînement d'environ 2000 mots. Sur des thématiques attendues comme l'éducation ou la langue corse, mais aussi sur des thématiques moins attendues comme l'environnement ou encore les relations avec l'État. En miroir, on peut observer aussi comment se manifeste l'interruption du discours en langue corse dans un énoncé. Par exemple, une des stratégies, c'est d'insérer une structure interrogative. L'élu peut ainsi poursuivre en français. Voi semplicemente in principio che non si suggetta assai importantissimo chi ha questione la durapone diversamente. Qui contem ou va. Alors, bien évidemment que c'est un sujet qui ne se présente plus, etc. Donc on sait que chaque langue peut exprimer l'ensemble des fonctions du langage. C'est un peu ce que dit la Vox Populi dans « O corso può di tutto ». Au travers de l'étude des discours des élus, j'ai analysé les fonctions du langage dans les extraits en langue corse. Dans le discours politique de l'Assemblée, les orateurs renforcent la fonction expressive de leur énoncé par l'utilisation du corse. Par exemple, on a une expressivité qui se manifeste dans les hommages aux défunts, aux acteurs culturels, aux collègues, au travail des collaborateurs, aussi dans l'évocation du parcours personnel, quand l'élu revient sur son parcours, par l'intermédiaire du prénom personnel « eu » ou de l'adjectif possessif « me homo », ou aussi par le biais de structures exclamatives. C'est une constante que l'on observe depuis des décennies à l'Assemblée. Parmi les autres constantes qui s'inscrivent dans le temps, on a des énoncés en langue corse qui reflètent une dimension dite poétique. Par exemple, ce qui nous porte, et je crois que Pasqualetta avait repris l'image, ce qui nous porte, usale di nostravit, a lingua di usale di nostravit. Peut-être qu'il a participé à influencer cette prise de parole. Il faut qu'on pose les éléments fondamentaux d'une construction nationale. L'humour passe aussi à travers la langue corse. Je vais vous poser une question pratique, Madame la Présidente. Je pars de Corté avec ma femme pour aller au cinéma. Je laisse la voiture à Casamotz à 5 heures. Je remonte à 11 heures ou minuit. Est-ce qu'il y a un train? Vous allez au cinéma à Corté pour la durée des travaux. Passate 2 ponti e sotto un ponte c'è un cinéma. Ecco.
Parallèlement aux constantes, on peut mettre en relief plusieurs tendances évolutives. D'après mon observation des discours, il semble que la tendance évolutive la plus positive pour le développement de la langue dans l'hémicycle, c'est l'usage de la langue corse pour inciter, c'est-à-dire que l'animation de la séance en langue corse va se développer progressivement à partir de 2016 et s'intensifie vraisemblablement sous la présidence actuelle. Pour inviter, awa, pourrem andamania se volet. Pourrem passare i cartulari che lo scelto l'esecutivo. Ojo consigliere ci vorrebbe che aianti tagliessino uso microfono pour autoriser aussi, andate pure, avete 10 minuti a due, ou pour ordonner, domanda immediatamente esilagante, a ringraziavi, piate vostre piazze. Ce rituel d'animation, avec une présence intéressante de la langue corse, s'impose explicitement, mais aussi implicitement, jusqu'à rythmer une session ordinaire de façon régulière, et ce qui me semble un signe encourageant pour, en tout cas, la promotion de la langue corse dans l'hémicycle. En effet, à un autre niveau, les différentes thématiques conquises par la langue corse dans le discours politique s'installent au fil des ans et ne semblent pas reculer. Par exemple, on trouve la présence de la langue corse pour parler de la langue, de la culture, mais aussi des déchets régulièrement, sur la gestion de la montagne ou l'aménagement du territoire. L'insertion de la langue corse pour maintenir et développer le contact entre les élus ou une partie de la société civile enregistre aussi, selon moi, une percée significative. En d'autres termes, il s'agit d'énoncer dont la fonction principale est d'assurer le contact, de s'assurer du contact ou de développer le contact. Parkinde a mandatura in cui Josefa Giacometti ne abbiamo parlato, où je rajouterai rien, mais oiante odie, c'è un segno da e dopo asparta tutti insieme. Jusque-là, nous avons vu des constantes et des tendances évolutives positives. Toutefois, en dehors des élus membres du conseil exécutif, la langue corse se fait plus discrète dans les prises de parole bilingues à dominante référentielle qui informent et expliquent techniquement. Je parle des prises de parole donc où on voit une alternance codique élevée, parce que dans des prises de parole monolingues, corse, on voit très bien que l'ensemble des fonctions est bien entendu atteint. Les tentatives de mobilisation de la langue corse pour activer la fonction référentielle glissent parfois dans la caricature. Et tevato, il y a du vato, et au cosa c'est passato. Le constat, jusqu'à aujourd'hui, on a enfoui punte basta. Le renfort de la dimension référentielle du corse est incontestable, en revanche, dans l'évocation de pratiques socio-culturelles dites traditionnelles ou perçues comme telles, que ce soit pour la gestion de l'eau ou des pratiques domestiques, d'artisanat ou d'agro-sylvopastoralisme, du moins quand l'orateur semble dépositaire de cette pratique. Quando è pecore l'animale l'estate so in montagna investite l'animale giungono sempre au fiume, giungono sempre all'acqua, donc l'eau, chez nous, c'est fondamental. Ce type d'exemple montre une dimension finalement technique, même si le discours est très court, et la dimension technique que peut et peut-être doit revêtir la langue corse. Donc, ou courte ou di tutto, à condition peut-être de donner le bagage linguistique nécessaire aux politiques. La familiarité dans les échanges de l'hémicycle est marquée à la fois en corse et en français. En français peut-être par la généralisation du tutoiement dans les échanges entre les élus. Et on a une langue corse aussi qui donne cette impression de familiarité entre les élus. Et Fariame d'Astabas un po', où j'ai plus d'expérience que toi en la matière, sogo più vecchio. Ou encore, ti daremo un suppositoire. Si la langue corse n'apparaît pas dans l'hémicycle comme une langue maternelle, elle peut mettre en évidence une langue maternante dans un registre familier comme dans un registre plus soutenu. Allora, come li hanno arrivati i nostri parenti, i nostri anziani, ora tocca a noi per la vena di a nostra gioventù a ringraziarvi. En effet, la langue corse est très présente pour évoquer la jeunesse ou pour s'adresser aux jeunes, ce qui renforce des images simplifiées d'une famille, d'une communauté élargie, ou d'une langue en danger tournée vers l'avenir. Donc les nouveaux espaces langagiers investis par les locuteurs créent les conditions d'une pratique renouvelée de la langue et font émerger de nouveaux besoins. À l'avenir, il s'agira de
comprendre ce qui engendre de façon plus ou moins consciente l'alternance codique, puisque l'analyse que je vous ai présentée repose sur les fonctions du langage de Jacobson, et c'est un schéma qui ne tient pas compte donc d'aspects, on va dire, plutôt plus psycholinguistiques, comme l'a évoqué Pasquale. Donc on peut dire que l'évolution du contexte linguistique de l'île ouvre une nouvelle problématique de recherche autour du répertoire linguistique des Corses dans la gestion du plurilinguisme et aussi donc du répertoire linguistique des élus. L'individuation sociolinguistique du Corse par distanciation, proposée par Jean-Baptiste Marcellesi, suggérait des indicateurs dits de corsité. Ce sont des indicateurs qui reposent sur une description par une approche comparée avec d'autres langues latines, et particulièrement l'italien officiel, tout en tenant compte de facteurs sociolinguistiques, notamment les représentations des locuteurs. Donc moi, j'ai souhaité questionner dans mon investigation la pratique des élus vis-à-vis de la codification en cours et de l'application des critères de corsité. À propos de phénomènes hautement caractérisants comme le Dieu et le Dieu, même dans leur transposition graphique, par exemple, tiam, appel, tiaru, clair, diurnat, journée, dina, janvier. Les attitudes des élus ne sont pas unanimes. Il est intéressant de révéler que l'institution décide de favoriser, par exemple, Juventu par rapport à Juventu, en instituant l'Assemblée à dia Juventu, et en ne choisissant pas toujours la solution de l'écart maximum avec le français ou l'italien, ou du moins en ne choisissant pas de valoriser à l'excès le trigramme GHJ. L'Assemblée à dia Juventu demeure la forme majoritaire à l'écrit et des rééquilibrages phonétiques sont observables dans la prise de parole des élus pour aboutir à la prononciation Assemblée à dia Juventu. Un autre indicateur de corsité défini par Jean-Baptiste Marcellesi, c'est bien sûr la finale des noms masculins singuliers en O face à l'italien O, donc porto, chioso, fuoco, face à porto, chioso et fuoco. On sait dans l'évolution du latin aux langues latines que le nombre de classes nominales s'est réduit. On passe de 5 déclinaisons à 3 classes nominales. La redistribution des classes nominales dans les retranscriptions des comptes rendus in extenso a attiré mon attention. On a une 3e classe nominale corse où on retrouve des noms féminins et des noms masculins avec grosso modo une décidence en « et » dans le nord, mese, paese, tiave, croce, et « i » dans le sud, mesi, paesi, tiave et croce. On observe le passage dans les retranscriptions d'extenso, le passage de E à OU dans la production des politiques, ce qui confirme vraisemblablement une tendance évolutive décrite et actualisée par des études récentes. Le changement de classe est observable chez des locuteurs natifs, des variétés de l'extrême sud, avec paese ou face à paese et paese, qui est finalement attendu, mais on voit aussi que le contexte morphosyntaxique peut conditionner l'apparition de OU alors que E et I serait attendu. Par exemple, je cite, « Il serait opportun d'organiser dans le cadre de nos exercices budgétaires les sessions beaucoup plus tôt, simu au mesu di maggio ». Abordons à présent quelques exemples qui montrent une tentative de codification discrète de la part de l'Assemblée de Corse à travers l'évocation du lexique du calendrier, l'évocation des correspondants corses de l'adverbe « souvent », les désignations corses des noms de civilité et la position des pronoms clitiques dans la phrase. Le remerciement pour la prise de parole, le passage de parole ou encore l'hommage fait dans des moments rituels qui jalonnent les échanges montrent une position post-verbale du pronom clitique, c'est-à-dire que les élus préfèrent majoritairement des formes comme aringraziav plutôt que viringraz, que ce soit en début ou en fin d'intervention. Concernant l'écriture de la date, dans les comptes rendus in extenso, il est facile d'observer la généralisation du type utrerici di veradio di 2020. Or, la diversité des usages se révèle dans l'hémicycle, où on a le type, par exemple, Diovi 13 veradio 2020 ou 13 di veradio 2020. Dans la continuité de notre propos, et toujours pour l'évocation du calendrier, intéressons-nous à présent aux désignations corses de la semaine. Plusieurs variantes sont attestées dans l'île puisque la BDLC relève
pour les continuateurs du latin septimane, sitimane, settimane, simane, voire semane. La forme simane est la moins plébiscitée dans l'hémicycle, afin de créer probablement un écart maximum avec le français semaine. Tout au moins, c'est l'hypothèse que nous émettons. Pourtant, si on procède à la recherche étymologique histoire du mot, on voit que simane correspond à une évolution phonétique attendue depuis le latin septimane. On retrouve dans l'italo-roman, d'ailleurs, des formes semblables dans des aires marginales de la Toscane ou dans le sud de l'Italie, selon les données de l'Atlante italo-svizzère. Il est intéressant aussi d'insister que la forme sitimane est absente des comptes rendus de 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 et 2021, puisqu'on retrouve systématiquement settimane et pas sitimane. Le choix graphique opéré s'éloigne de la réalité dialectale et de la prescription linguistique. Ainsi, la forme settimane résulte d'une typisation et semble s'imposer progressivement à l'écrit vis-à-vis des variantes et laisse entrevoir peut-être l'émergence d'une forme standardisée dans les comptes rendus. Concernant à présent les correspondants de l'adverbe souvent, les dictionnaires d'usage glosent les formes spes et suant. Vraisemblablement, il n'y a pas de différenciation sémantique entre les deux termes. L'adverbe spes entretient une relation sémantique avec l'adjectif spes, dense et épais, alors que la forme suant, fréquemment, elle, peut être conduite au latin subinde. En italien, sovente est plutôt cantonné à un usage écrit ou formel. Pour le nord de l'Italie, on voit que l'Accademia della Crusca enregistre une fréquence d'emploi plus importante de sovente en italien par effet de transfert depuis les dialectes nord-septentrionaux de l'italo-roman. En Corse, les ressemblances acoustiques, probablement entre le français souvent et le corse-suant, participent à son impopularité, alors qu'il s'agit d'une forme traditionnelle et héritée. Aujourd'hui, du point de vue des représentations, suant devient pour certains un gallicisme et pour d'autres un marqueur sudiste. Par contre, il est attesté chez plusieurs élus dont on peut mettre en évidence, grosso modo, une variété sudiste. Donc ce choix s'éloigne de la réalité dialectale et on peut montrer que suant, en concurrence avec spes, est aussi présent dans les parlers septentrionaux. L'arrivée d'une femme à la présidence de l'Assemblée a joué probablement aussi un rôle dans la redistribution en cours des termes qui permettent de désigner monsieur et madame ou président et présidente dans l'hémicycle. Intéressons-nous aux termes signor et jo. Les études récentes croisant documentation et données orales réalisées par Stella Retalimedor montrent l'emploi de signor avant le prénom d'une femme, par exemple signora Mari. Le substantif masculin « jo » est quant à lui documenté comme correspondant de « monsieur » dans les dictionnaires d'usage. Nous sommes ici face à un doublet étymologique, c'est-à-dire que « signor » peut être reconduit au latin « senior », alors que « jo » est le résultat d'un emprunt au génois, qui lui-même peut être reconduit à « signor ». Par exemple, la ringrazia signore presidente, o jo presidente di l'esecutivo. Dans la société contemporaine, les formes signor et jo sont concurrencées par madame et monsieur. Les locuteurs pensent souvent que jo et signor sont plutôt des titres de notabilité et qu'ils seraient moins adaptés à un registre familier ou à une communication quotidienne. Dans l'hémicycle, on observe que l'emploi répété et régulier de signora, signora presidente, signora consigliere impacte la civilité au masculin, puisqu'on voit apparaître au pluriel masculin signori en concurrence avec jo. Par ailleurs, on sait que l'utilisation de jo est souvent précédée d'un accusatif dans la forme au jo, et la prescription linguistique suggère l'apocope de l'élément suivant, au jo cura, depuis curato, au jo me, depuis me. Cette apocope n'est vraisemblablement jamais retranscrite pour les thèmes presidente o consigliere. Les grammaires d'usage recommandent que le titre de civilité jo ne soit pas introduit par l'accusatif prépositionnel a lorsqu'il est précédé de l'article ou. Je cite par exemple Punte di Grammatica de Franck. Monsieur vego a monsieur te. U jo, invece, si costruisce diritto. Vego u jo Petro e mica vego a jo Petro. La construction avec accusatif prépositionnel, non recommandée par la prescription,
est plébiscité dans l'hémicycle par certains élus. On remarque aussi chez un locuteur extrême sudiste de l'hémicycle qu'il utilise présidente comme féminin de présidente. Les élus peuvent jouer d'une certaine manière avec la variation dialectale pour créer une sorte de différenciation de genre en empruntant aux autres parler corse et du coup avec une forme en hiatus avec leur système nominal. Pour conclure sur les titres de civilité, nous pouvons dire que signori, lorsqu'il est utilisé au masculin, apparaît donc soit comme le pluriel de je, ou soit on peut imaginer que des élus puissent le convoquer comme un archaïsme linguistique au singulier pour former usignor, asignor. Si cette tendance évolutive se diffuse hors de l'hémicycle, les élus de l'Assemblée auront joué un rôle dans sa diffusion. Donc la création de lexiques spécifiques constitue aussi un enjeu important de l'équipement linguistique dans le processus d'élaboration. La lecture des rapports disponibles en ligne sur le site de l'Assemblée de Corse révèle plusieurs stratégies de création lexicale. Le recours à l'adaptation phonologique de termes empruntés est courant, immersion, immersione. Cette stratégie est souvent pointée du doigt par certains locuteurs et à demi-mot dans l'hémicycle. Récemment, on a entendu un élu proclamer « Au corso nemica traduzione di francese ». L'élu refuse de donner des exemples, qui jugent nombreux, pour ajouter « sali a maarise ». Au-delà de l'anecdote, on peut mesurer l'inconfort que peut générer la carence de documentation linguistique accessible. Certaines productions glissent des indices quant au processus d'intégration, par contre, de forme dans la langue. On trouve des emprunts qu'on peut cibler comme non intégrés, par exemple « Y », alors que d'autres élus adoptent le néologisme « chuchad », construit à partir de la base chuch, nom affectif du bébé, associé au suffixe qui précise ici le lieu. Ou des emprunts intégrés ou en cours d'intégration. On peut entendre a un moment, a mozione, au problème, voire au problème, qui aboutissent généralement à au moment, a mozione, au problème, une fois intégrés. La recherche dans l'italien d'une terminologie de base grecque ou latine, qui sous certains aspects serait adaptée à la structure prosodique du corse, n'est pas l'option préférée par les élus, probablement en raison de facteurs sociolinguistiques. L'extension sémantique de termes ou de bases lexicales qui appartiennent au lexique populaire est une autre stratégie de création choisie par les élus. Par exemple, on trouve le substantif acconciamento, attesté dans les dictionnaires d'usage avec le signifié agencement, arrangement, composition, lui-même dérivé du verbe acconcia, ranger, arranger, préparer, ajuster, agencer, aménager. Et on voit que acconciamento prend le dessus sur des termes dont la fréquence d'emploi est moins importante, comme assist pour les formes analysées. On a aussi assistamento, qu'on trouve dans des dictionnaires, et qui n'est pas du tout plébiscité par la classe politique. À présent, je voudrais aborder donc les processus de création, certains processus de création lexicale internes, donc que souvent les locuteurs natifs utilisent spontanément. Un de ces processus, c'est la dérivation. Et on peut facilement montrer que le processus de dérivation est productif chez les locuteurs natifs qui peuvent, dans le discours, actualiser donc ce procédé. Le processus de dérivation dans le discours des élus semble, lui, cantonner socialement des formes figées et partagées. On peut entendre pauraccia, une grande peur, dérivée de paur, ou une peur importante, avec le suffixe qualitatif accia, ou un travaillone, travail important, un travail remarquable, dérivé de travail, avec one augmentatif ou qualificatif. La composition se retrouve aussi dans des exemples comme capimatia, capiville ou capiliste, pour le leader, le chef de file ou la tête de liste. Il semble, selon moi, important pour la revitalisation du corse de transmettre ces processus de création lexicale, car ils développent des compétences métalinguistiques qui aident la langue à s'adapter à des nouveaux besoins. On trouve aussi dans des comptes rendus de toutes pépites en matière de néologie. J'ai choisi d'illustrer une forme qui fait écho à mon travail de thèse. La forme populaire aninku est diffusée dans l'ensemble des parlers corses pour désigner dans l'élevage une bête de 1 an. Les constructions de type aninku, douyaninku, trianinku, voire quatraninku en découlent pour désigner des bêtes de 2, 3, voire 4 ans.
L'adjectif aninque est quant à lui sollicité par l'institution pour la création de l'adjectif dérivé plurianinque que vous voyez émerger dans les comptes rendus, qui permettent de qualifier par exemple une convention pluriannuelle. Cette forme coexiste avec pluriannual et dans les comptes rendus, plus largement diffusée et documentée d'ailleurs dans les dictionnaires d'usage du corse. L'élément pluri permet de créer des mots composés en devenant le premier élément du composé, sur le modèle du latin plurivoco pour indiquer un nombre supérieur à 1. La dérivation de aninque, ou depuis an ou en année, est probablement interne au parler corse. C'est une hypothèse qui est suggérée par l'originalité du suffixe inque, qui est cantonné à la Sardaigne, la Corse et l'île d'Elbe. Ce qui confère finalement à aninque, au sein des dérivés de anus dans l'espace italo-roman, une originalité, une caractérisation. La fonction adjectivale de plurianinque est clairement identifiée dans les syntagmes convention et plurianinque, et c'était déjà le cas pour aninque dans la tradition orale, puisqu'on a capraninque, on a peculaninque. En résumé, on peut dire que l'utilisation du suffixe inque dans la création de nouveaux mots permet de solliciter un élément caractérisant et ancien de la langue corse, associé à l'utilisation de pluri, moins connoté comme corse, dans la représentation de certains membres de la communauté linguistique. Cet exemple montre comment les créations lexicales d'hier peuvent être réinvesties pour la création lexicale d'aujourd'hui et de demain. Peut-être qu'à l'avenir, les locuteurs n'auront plus conscience qu'il s'agit, entre guillemets, d'un nouveau mot. En conclusion, on peut dire que l'élaboration linguistique a permis aux Corses d'investir de nouveaux domaines d'usage. L'interventionnisme est revendiqué d'ailleurs par plusieurs chercheurs insulaires lorsqu'il s'agit de participer à la vulgarisation de concepts sociolinguistiques en faisant, je cite Jean-Baptiste Marcellese, pénétrer dans les masses une éducation sociolinguistique pratique. Face au recul de la pratique linguistique du corse, l'enseignant, le journaliste, l'éditeur, le politique, mais aussi le linguiste, joue le rôle de prescripteur linguistique, bon gré mal gré. Le vote en faveur de la co-officialité de la langue corse, bien que frappé d'inconstitutionnalité, a retenti fort dans la société corse, et on peut espérer que cette Assemblée se fasse la voix d'une politique linguistique efficace pour la revitalisation du corse. Nous pourrions ainsi nous questionner au sujet de la mise en place ou de la réactivation d'une académie ou d'un conseil pour la langue afin d'accompagner la documentation des parlers corses dans un processus d'élaboration initié depuis des décennies. Je vous remercie. Ringraziati, vi ringrazio. Francesco Maria. On a assisté à deux exposés très différents, très complémentaires. Connaissant les travaux aussi d'autres chercheurs, et notamment ceux de Romain Colonne, ça signifie que la recherche scientifique sur la langue, mais aussi la pratique, ont beaucoup évolué. Mais elle dénote aussi une richesse. C'est-à-dire qu'il y a des approches lexicographiques, il y a des approches de sociolinguistique, et ça démontre bien qu'il y a une conscientisation qui a été faite par des intellectuels, bien sûr, et qu'on a un appareillage et des outils aujourd'hui pour éclairer la décision publique en matière de politique linguistique. Et nous l'évoquions cet après-midi. Je crois qu'il n'y a plus de micro. C'est pour l'enregistrement surtout, je pense. Donc, je vous remercie tous les deux pour la qualité de vos interventions. Pasqua, avec une dimension historique très forte et qui nous a remémoré ou qui nous a fait découvrir, pour certains d'entre nous, et d'entre vous, les grands textes fondateurs et les travaux fondateurs qui ont scandé notre histoire et notre rapport à la langue, que ce soit la langue instituée ou la langue qui traite de la symbolique, bien sûr, ou la langue en tant que véhicule
pour s'exprimer, pour échanger, pour commercer, etc., etc. Et puis, d'un autre côté, Francesco Mari, alors, qui à la fois m'a fait très plaisir, mais en même temps m'inquiète. Alors, je vais commencer par l'inquiétude. L'inquiétude, c'est que après avoir été chercheur pendant 30 ans, je me retrouve objet d'étude. Nous retrouvons les élus objet d'étude, observer, écouter, analyser. Et c'est très riche et c'est particulièrement intéressant. Donc, mi chiedo quantum qua pinucciam, donc de devenir une souris de laboratoire. Et d'un autre côté, un point positif parce que je fais confiance à ta perspicacité scientifique et à ta rigueur scientifique que j'ai côtoyée lorsque nous étions au laboratoire en même temps, à l'UMR LISA. Il y a un travail de fond qui est réalisé, très très précis, avec la méthode scientifique, la posture scientifique, les outils, qui semblent démontrer, si je te crois, et je te crois, qu'il y a quand même un usage positif de la langue au sein de l'hémicycle. Et ça, je ne le prends pas pour mon compte, pas du tout. Je trouve qu'il faut le dire aussi aux autres élus. Il faudra que ce travail circule, parce que très souvent, en aparté, des élus, et en particulier des femmes, parce que les hommes ne diront jamais ça, mais les femmes le disent, je sais parler, je comprends, ma dia vergogna. Voilà, alors, il va falloir que je le dise dans un de mes discours ou dans une intervention, più non si deve vergognare e ho faccio i sbagli, n'ho fatto prima, quando ho fatto un introito a questa conferenza, e ne faccio, perché è difficile di passare di una lingua là, di parlare solo corso, tutto lungo, non è mica troppo difficile, ma di passare di una lingua all'altra, di volte è più complicato, e soprattutto che noi cerchiamo di mobilizzare idee che sono d'argomento o di parlato sferente, tecnico, politico, simbolico, e assai difficile di evacuare, di passare da un canto all'altro, sempre, e è complicato, ma mica solo per il corso e per il francese, è complicato quando devo parlare di francese, inglese o inglese e un'altra lingua, è così. Dunque, a ringraziarti per tutto questo lavoro e poi avremo bisogno di te per continuare il lavoro e per fare analisi non ta nostro parlare, che non è mica perfetto, ma che è sincero. Se c'è un dubbio non ta la vene di nostra lingua, e io penso che con gente così, che ne abbiamo e poi altri, penso a Stella e a tanti altri che lavorano in un'altra lingua, a so pratica, a so teoria, a pratica e a grammatica, dice il nostro amico Gomiti, con tutte queste gente io penso che la lingua non è persa. E con tutti questi giovani di noi, se noi pratichiamo la lingua, un po' mica è persa, ma abbiamo di noi tutti i vostri lavori che ci hanno una speranza maggiore di noi. Et puis, c'è una bonne nouvelle, il y a une très bonne nouvelle. Nous sommes des prescripteurs du coup, linguistiques. Et ça, c'est fantastique, c'est très bien. Donc, on a un nouveau rôle. Si Massa est contente, e ci va già assai piacere di sapere qui. Allora, qual è chi vuole via parola? Je fais l'animateur. Les politiques font de la prescription linguistique, donc je fais. Merci. Oui, non. Bon, d'abord, vous remercier pour la qualité de vos deux interventions. Moi, j'avais une question par curiosité, parce que c'est un sujet aussi qui nous anime depuis un petit moment. En tout cas, quand on va visiter d'autres assemblées qui ont le statut de co-officialité, et notamment sur l'usage donc des langues co-officielles dans le cadre des débats dans les assemblées.
à savoir la possibilité d'avoir un système de traduction simultanée, ce qui est le cas donc, dans les assemblées qui ont donc le statut de co-officialité. Je pense au pays de Galles que j'avais visité, mais il y en a d'autres. Et donc j'aurais voulu avoir votre sentiment, parce que les avis, je le sais, sont partagés, à savoir si effectivement ça permettrait ou non d'augmenter notre pratique de la langue au sein de l'hémicycle ou pas. Donc voilà, moi j'y suis spontanément plutôt favorable, peut-être aussi en anticipation d'un éventuel statut de co-officialité, mais effectivement je pense qu'il y a des écueils et certainement vous aurez votre avis. En tout cas, j'aimerais avoir votre sentiment à cette proposition. Voilà. Bon, alors, brièvement, lorsque j'étais doyen à la fac de lettres, j'ai fait installer une cabine à l'Amphi Ribello. Voilà. J'ai insisté pour que soit installée une cabine, voilà, parce que je pense que c'est très important pour le Corse et pour le reste. Voilà. Donc, moi, je suis bien entendu à fond pour la cabine, parce que ça va faciliter les choses. Mais il y a un problème en arrière-plan. Le problème, c'est quel est-il? Il faut que les gens acceptent che l'accettino di dire qual è la sua competenza, ma che l'accettino di dire la davvero. Et donc, pour reconnaître qu'on a la compétence ou qu'on ne l'a pas, voilà, c'est-à-dire pour accepter un peu de... Parce qu'il faut reconnaître ses propres capacités. Et là, on est sur un non-dit, et on est sur un non-dit qui dure depuis 40 ans. Voilà. Alors, ça, c'est un premier écueil, c'est un enjeu symbolique, parce qu'il n'y a pas que la cabine, il y a cette question du non-dit. Donc, pour résoudre le problème de la cabine, il faut aussi être capable, que les élus soient capables de discuter entre eux, dans une salle fermée, parce qu'il ne faut pas que ce soit en place publique, il faut qu'ils en parlent entre eux, de façon sincère, spontanée, et qu'ils ne se sentent pas observés en tant que personnage public. Voilà, ça c'est très important. Donc il faut évacuer, je dirais, la dimension symbolique et ce risque-là. Il faut qu'ils en parlent entre eux, franchement, démocratiquement. Donc il faut accepter une forme d'authenticité. Parce qu'un élu, il est en représentation, toujours, quelle que soit sa tendance. Hein. Donc, comment dire, il y a des formes de contraintes dans sa communication. Voilà. Alors, après, il y a peut-être toute une pédagogie à installer. Mais ça, c'est un processus long. La cabine, oui. Et puis, la cabine, ça va banaliser un usage. C'est-à-dire qu'on va banaliser la présence de la cabine. Ça veut dire aussi que quand on va faire venir un expert anglais, il va pouvoir parler anglais, puis la cabine sera là et on aura là. Voilà. Donc, évidemment, le corps, c'est la nostra lingua. Voilà. C'est ça le problème. C'est d'accepter d'avoir recours à cet instrument qui nous sert à comprendre une langue étrangère. Voilà, vous voyez ce que ça demande comme parcours psychologique. Factuellement, c'est rien, mais psychologiquement, c'est inversement proportionnel. Voilà. Juste sur un point, je pense que ça peut être une opportunité d'avoir recours à l'interprétation, à la traduction, notamment pour alimenter les projets de traitement automatique des langues. Dans tous les cas, au-delà de la dimension, on va dire, sociolinguistique, voire de valorisation, ça permettrait de constituer des corpus pour alimenter le traitement automatique des langues. Il y a plusieurs projets qui sont en cours et on manque de corpus. Moi, j'ai changé d'avis aussi, même sur cette question-là. Je me disais pourquoi, finalement, la CDC doit avoir recours systématiquement à la traduction des actes, si ce n'est pour l'affichage de la langue. En réalité, ces corpus deviennent précieux pour faire fonctionner les algorithmes. Et ça, je pense que c'est, comme on a été à la pointe pour les atlas linguistiques en 86 et qu'on s'est doté de structures innovantes à l'époque, on peut peut-être essayer de relever le challenge du traitement automatique des langues. C'est un sujet qui effectivement tient quand même à une représentation symbolique et psycho, hein, psychosymbolique et psychosociale, de devoir traduire sa propre langue chez soi. Moi, c'est Romain qui m'a éclairé sur ce sujet-là. Lorsque, effectivement, il y a le recours du préfet
contre l'article de notre règlement intérieur qui dit que les débats à l'Assemblée de Corse se tiennent en corse et en français, c'est une question que j'ai posée tout de suite. Je me suis dit, moi je vais à l'efficacité, je suis économiste, je me suis dit, il n'y a plus de sujet si on traduit simultanément. Et effectivement, j'ai posé la question à Romain, qui m'a alerté sur cette difficulté-là. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse traduire notre propre langue chez nous. Et ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Ensuite, il y a effectivement une utilité très très grande du point de vue de la compréhension par des personnes qui ne sont pas locutrices, des journalistes, par exemple, qui viennent et qui couvrent une session extraordinaire sur la mafia, sur la langue, sur ce que vous voulez, où on parle beaucoup corse, parce que souvent, effectivement, Yvan Colonne, lorsqu'on a eu la session extraordinaire sur les prisonniers, effectivement, on parle souvent corse, mais du coup, on parle corse, mais les services de l'État ne nous comprennent pas. On s'adresse à eux, mais ils ne nous comprennent pas. Bon, peut-être qu'ils ont des traducteurs qui s'occupent en simultané de faire les traductions ou après. Donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Moi, j'avais pensé tout de suite que ça devait faciliter les choses. Tu y rajoutes effectivement une utilité concernant la recherche scientifique, parce qu'il y a toute une production langagière, et puis à destination du grand public. Il y a une question démocratique aussi qui se pose, hein. Il y a un vrai sujet démocratique. Je pense qu'il faudra qu'on échange sur le sujet, et Romain va nous en parler. Mais je voulais le faire parler. Mais bien sûr que c'est obligé. Il faut que tu t'exprimes là-dessus. Oui, bon, tout d'abord, merci Madame la Présidente et merci à nos deux conférenciers. Et c'était vraiment extrêmement intéressant, vraiment comme toutes les précédentes conférences. Donc là, il y a vraiment, puisqu'on parle de corpus, il y a vraiment un corpus à travers ces conférences qui est extrêmement intéressant, même si c'est toujours un peu difficile. Voilà, donc, peut-être pas c'est exagéré l'idée de souris de laboratoire, mais voilà, on est à la fois témoin, acteur, auditeur, et donc il faut trouver la bonne distance. Je ne voudrais pas forcément intervenir sur ce point, juste une parenthèse, mais interpeller plus précisément nos deux conférenciers, simplement pour dire que c'est Pasquale Ottavi qui l'a dit, il n'y a plus de monolingue en Corse, il n'y a que des bilingues corsophones. Donc si moi, corsophone et francophone, je fais le choix de la corsophonie, alors que je pourrais faire preuve de francophonie, c'est pas pour être traduit dans l'immédiateté en français, sinon je parle directement français. Je veux dire, à un moment donné, voilà, on va pas il y a aussi cet élément-là, Madame la Présidente, à prendre en compte. Et l'une des fonctions du langage est la fonction identitaire, mais il y a aussi la fonction communicative. Si je parle en corse et qu'on me traduit en français, alors que je pourrais parler en français, ça veut dire que mon expression ne devient plus que symbolique et identitaire, et paradoxalement, en traduisant la langue, je lui ôte toute en traduisant la langue corse, pardon, je lui ôte toute fonction communicative pour en faire une langue drapeau, une langue d'affichage. Donc, c'était toutes mes réserves par rapport à ça. Ça va au-delà du simple fait de dire qu'on doit faciliter la communication. Voilà, moi je vous alertais pour toutes ces communications, mais sur toutes ces considérations. Moi je suis francophone, donc si je choisis de parler encore, c'est pour pas être dans la traduction immédiate, et qui ne correspond d'ailleurs à rien de naturel dans les échanges sociaux. Quand on se parle entre nous, on ne s'auto-traduit pas, ou il n'y a personne qui nous traduit. Donc il ne faudrait pas créer non plus une artificialité du langage avec, je rebondis et j'insiste lourdement dessus, et ça me permettra de faire le pont sur le propos de Pasquale, sur le fait qu'on est des êtres bilingues. Mais je vais aller au-delà du fait de dire qu'on est des êtres bilingues. On est des êtres, on dit toujours, porteurs de la langue minoritaire, mais il n'y a pas de minoration, il n'y a aucune valeur absolue dans la minoration. Si on est issu de langue minoritaire, c'est qu'il y a des langues majoritaires. Il n'y a pas de langue régionale sans langue nationale, il n'y a pas de langue minoritaire sans langue majoritaire. Et donc, vous, Pascal, vous, Francesco Marie, vous êtes porteur de la minorité, mais tout autant que vous êtes porteur de la majorité et du fait majoritaire. Et c'est cette dialectique qu'a évoqué Pasquale en propos liminaire, qui est extrêmement complexe aujourd'hui à appréhender en Corse, c'est qu'en traitant la question de la langue corse, on traite cette relation au dominant, entre dominant et dominé. On ne traite pas que la langue corse pour la langue corse. Et donc là, par contre, ça, on a vraiment une difficulté, j'ai envie de dire, conceptuelle et dans l'appréhension de nos politiques, même publiques, c'est que, voilà, on doit vraiment traiter le fait majoritaire en même temps qu'on traite le fait minoritaire, parce que c'est cette relation-là qui pose problème aujourd'hui en Corse.
Et là où je suis un tout petit peu plus nuancé, mais je le dis presque pour le titailler avec Pasquale, c'est sur l'emploi du mot symbiose. Symbiose qu'a repris très fortement Jean-Baptiste Marcellès dans un article en 1975 pour caractériser la relation langue régionale, tout ce bloc-là de ce que lui appelle les langues régionales avec le français. Il parle d'une relation symbiotique à suite d'Edgar Haugen. Mais le problème, c'est quand on évoque la symbiose, ça suppose mutualité, ça suppose réciprocité et ça suppose que l'un dépende de l'autre. Or, la relation symbiotique entre le français et les langues régionales, elle n'a jamais été une relation de réciprocité, de mutualité. Ça a été une relation verticale de domination pendant au moins un siècle pour la période récente de francisation. Donc là aussi, oui, d'accord, il y a une coexistence, il y a une forme d'écologie des langues, mais moi, à titre personnel, je ne caractériserai pas forcément à travers le qualificatif de symbiose. Et juste pour conclure mon propos, et ça fera aussi écho à ce que vous avez dit, par rapport à cette... voilà, la naissance de l'universalité liée au français avec Rivarol, au XVIIIe siècle et tout. Moi, d'un autre corpus que j'ai dépouillé, c'est un certain nombre de discours d'Emmanuel Macron, où j'ai été frappé, mais vraiment frappé. Emmanuel Macron candidat, Emmanuel Macron président à plusieurs reprises, qui emploie le mot d'universalité pour caractériser la langue française. On est en 2023. Et il l'a dit, la première fois que je suis tombé dessus, j'étais la pépite du chercheur qui trouve ça, mais j'ai dépouillé plusieurs discours d'Emmanuel Macron, c'est revenu des dizaines de fois, où il associe l'universalisme révolutionnaire lié à la langue française à la langue française. Donc plus de 2 siècles plus tard. Donc ça veut dire que nous, pourquoi je vous dis ça, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on est vraiment face à une idéologie linguistique, qui est l'idéologie du monolinguisme, de l'universalisme, et que c'est extrêmement compliqué de s'en départir. Et je voulais, pour terminer, saluer Francesco Mari, parce qu'il a fait une intervention de corpus, on ne se rend pas bien compte là du travail qu'il y a derrière, parce qu'on a un mot là, derrière c'est des heures, des dizaines d'heures de travail sur le corpus, donc encore une fois félicitations. Voilà, c'est des remarques, questions, vous en faites ce que vous voulez. Non, elles sont très, très pertinentes et effectivement je souscris parce que je les ai vues travailler, toute l'équipe qui d'abord a travaillé autour de Marie-Jo d'Albera, puisque les travaux séminaux sont ceux de Marie-Jo d'Albera, de Stella Médor et tout ce que vous avez fait autour. Ce sont vraiment des travaux qui demandent énormément de technicité, il y a de l'informatique, des algorithmes. C'est vraiment un travail exceptionnel qui est salué, je tiens à le préciser, par l'Académie, au sens large du terme, puisque de nombreux chercheurs étrangers sont venus, des Suisses, des Italiens, sont venus voir comment on travaillait sur la langue corse, en termes de lexicographie notamment, et c'est un travail absolument fabuleux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Lisa. A ringraziarvi. Allora, a me domanda a me concerne un po' come esperienza personale, giusto per far corto. Quando sono andata a scuola per imparare l'inglese, a scuola ci abbiamo mandato professori stranieri, la sua lingua materna era l'inglese e non parlavano quasi mica francese, e dopo ci hanno mandato in paesi inglesi, uno per famiglia, dicendo che o cervello infatti impara meglio quando tu hai bisogno di avere competenza di lingua. Dans ce cas-là, il a detto Romain tu avais besoin de communication infatti. Donc ma question là c'est, est-ce qu'il existe des langues dans le monde dont on n'a pas besoin et qui arrivent à survivre longtemps en fait? Quelle est l'espérance de vie d'une langue qui n'est pas nécessaire et qui ne se transmet que par, je vais dire, le bon vouloir en fait, ou alors qui s'apprend, mais si dans ce cas on a besoin de l'apprendre, si c'est un choix et un effort, est-ce que ça ne devient pas quelque part la langue des élites ou de ceux qui ont le temps ou la volonté politique de le faire? Et qu'est-ce qu'elle devient? Quels sont les chiffres en fait de la potentielle baisse, parce que je ne suis même pas sûre qu'il y ait une baisse récente, de la potentielle baisse des locuteurs, et quelle est l'espérance de vie
si effectivement on ne la rend pas obligatoire. Allora qui ponete la questione di vitalità linguistica, c'est-à-dire quels sont les moyens dont dispose une langue pour se perpétuer. Est-ce qu'il y a des langues qui sont capables de le faire? Alors je pense qu'il y a un très bon exemple, c'est les langues africaines. Voilà. Donc les langues africaines ne peuvent pas disparaître parce qu'elles sont liées à une forme, elles sont liées de façon extrêmement étroite à un mode d'organisation sociale. Donc, tant qu'on ne défait pas l'organisation traditionnelle de la famille africaine, on ne peut pas défaire le bilinguisme ou le plurilinguisme naturel, en particulier dans l'Afrique noire, puisque l'Afrique centrale, c'est la région où il y a le plus de langues. Donc, si on ne défait pas ce mode de société, même s'il y a le français ou l'anglais dominant, vous ne pouvez pas écorner ces langues, c'est impossible. Et puis, en plus, vous n'avez pas un système éducatif suffisamment puissant pour exercer une emprise linguistique sur l'ensemble de la jeunesse. Vous n'avez pas un système de promotion des individus. Bon, l'école, a scuola come noi conosciamo in Europa, là-bas, c'est un peu une fiction. C'est réservé à une élite. Donc, si vous voulez, tant que le peuple vit dans ces conditions-là, vous aurez cette situation-là. Le problème est grave quand vous vous retrouvez en situation de minoritarisation. Bon, c'est un terme un peu barbare, c'est Philippe Blanchet. Hein. La minoritarisation, c'est quoi? C'est une double minoration. C'est-à-dire que quand les locuteurs d'une langue sont minoritaires quantitativement, mais c'est aussi quand ils sont doublement minoritaires, quantitativement et qualitativement. C'est-à-dire que leur langue ne dispose pas d'un statut positif, et surtout, le fait que cette langue ne dispose pas d'un statut positif, donc d'accès à des moyens d'expression publics valorisants, il y a une intériorisation de cette norme. C'est-à-dire que ma langue ne vaut pas, posto che a mia lingua non si vera un logo. E come dicevano i vecchi qui dicevano andate a aprite veloci. Come on appelait le corse in Lasuzzo? Non lo chiamavano mica la lingua leopane, lo chiamavano la lingua leopane sicuro, perché è quello che ti ha poi certificato, se lo conoscevano hai detto, poi a trovare a farsi impiegare avanti la guerra. Dunque, una volta che poi cacciavate la fame di bocca, si capiva il peso francese, l'importanza del francese. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut, on peut répondre avec le concept de minoritarisation, donc double minoration, quantitative, qualitative. E ringraziavi per i vostri risposti. Ad essere rapido a sto ragui, ho due domande. Prima, parlai di l'inchiesta sociolinguistica. È vero che dà risultati assai interessanti, a parecchi livelli, i francesi ci incoraggiano. Ho una domanda, per via di dinamica demografica, ma ho sempre inteso che quando
comunicazione che tanto poco si identifica e pratica. E qui c'è una situazione, una contraddizione. Per questo la riavevo suavismo non si dice. Grazie. Ciò che tu dici quando tu parli di popolo, c'è massi persone di noi in Corsica che non sono mica a capo di un discorso non della lingua e di ciò che noi trattiamo stasera. E io penso che ci vuole cercare di lavorare, Madame Michela ti ha parlato di bisogno, penso che ci vuole lavorare non da Ambrama, perché io provo a sviluppare dopo il Covid di più massi formazioni in visio e ci avviriamo che anche in gli unitici c'è una brama e se non c'è mica quando li affaccano, se non c'è un lavoro di terreno che è fatto, pianamente si mette in tanta curiosità di avvicinarsi in una certa maniera alla lingua, sia come praticata o manco per avere ciò che tu dici, si vuole avvicinare alla sua storia o alla sua elaborazione. Questo è un primo punto. Non i cifri di vitalità della lingua o privato, in una certa maniera, ci vorrebbe una nuova inchiesta, ma non dico mica una nuova, ci vorrebbe fatta in modo continuo. E io veramente una riflessione, ci sono modelli e potremmo forse pensare a un nostro modello, ma avremo in Svizzera un osservatorio sociolinguistico di una certa maniera che sia in capacità di mostrare queste evoluzioni, perché siamo troppo pochi, siamo abbastanza numerosi, pas pensato, ma per provare dati fidi mancano gli enti in una certa maniera e manca forse questa prospettiva. E ciò che lamentava il Presidente quando ha rammentato i lavori di Marie-Jo d'Albera, una di questi forze e i lavori intorno a BDLC è questa possibilità di avere una visione, è un lavoro di 40 anni e quasi tutti i giorni. Inchieste di terreno, pubblicazioni e un lavoro di gruppo e per questo che io ho chiamato a Pasquale, ci ha partecipato a riflessioni Romano di noi di rimettere in ballo forse sul Consiglio di lingua. E ora? Ci vogliono l'arnesi a politica, a scienza avanti oggi. E ci vogliono di noi decisioni politiche e l'arnesi per poter lavorare a lungo andare, di sicuro. Ci sono altre domande? Allora, cari tutti, on so che non redisera, questa fermerà per la storia, seria ora di andare forse, caso non avete mica. No, mica solo. Ringraziamo a tutti, soprattutto i nostri amici dell'università. La prossima conferenza sarà il 2 di febbraio. Ringraziamo, buonasera.